Hey, c'est Driver. Bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Bienvenue dans le podcast featuring, comme d'habitude. Featuring parce qu'on est en featuring avec quelqu'un. Et aujourd'hui, nous sommes en featuring avec un grand monsieur. Quelqu'un qui est à la base de beaucoup de choses. DJ, producteur dans le sens beatmaker, producteur dans le sens financier aussi, éditeur. On se demande ce qu'il a pas fait. Toujours ses cheveux. Ça, c'est incroyable. Franchement, je suis jaloux. Je parle de monsieur Desh. DJ Desh, Desh. On va l'appeler Desh aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça va, merci Driver. Oh, content de te recevoir. Merci de m'inviter. Et... En plus, voilà, on a une histoire commune, donc ouais, voilà. Il y a des choses. Exactement. Donc, ici, on a l'habitude de commencer par le commencement. Ça veut dire le moment où toi, tu rentres en contact avec le hip-hop. Et surtout, je pose toujours la question à ceux qui ne sont pas rappeurs, s'ils ont essayé de rapper à un moment. Comme toi, tu n'es pas rappeur, est-ce qu'à un moment, tu as essayé de rapper? Donc voilà. Bah bien sûr. Ah ah. Ça, c'est le truc que je ne savais pas. J'ai une cassette en plus. Oh merde, il faut la sortir. Avec Cool et... Oh, j'ai dû l'entendre. Mais on raconte que des conneries. Oui, ça je sais. C'est de l'improvisation. C'est normal, on est mauvais et on s'amuse surtout. Ouais, non, mais ça, je l'ai entendu. Si c'est ça, je me rappelle. Et je l'ai la cassette, donc... Toi, tu gardes tout. Je peux sortir le dossier. C'est bien pour Cool. Ah. Tes premiers rapports avec le hip-hop, comment tu tombes dedans? Alors moi, en écoutant tes émissions, je pense que y a un avant par rapport au rap. Ça veut dire que d'abord, il y a la famille où on écoute beaucoup de musique. Ouais. Que ça soit la mère qui elle, est beaucoup aussi black music avec Otis Redding, okay. Nina Simone, James Brown. Mes frères qui sont aussi bien avec du Georges Moustaki, Georges Brassens, et puis Nino Ferrer, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois. Ouais. Et puis mes sœurs, qui sont avec plutôt de la variété, Sheila, Catherine Lara. Ok. Et puis Véronique Chanson, et puis encore des frères avec les Rolling Stones, tout ce qui est rock, les Zeppelin et tout ça. Okay. Donc je suis déjà imprégné toutes ces musiques-là. Voilà, je suis imprégné de musique déjà depuis mon enfance. Et il y a aussi un facteur qui a été important, et je pense qu'il est important après, et ça je l'ai compris plus tard, c'est qu'il y a la venue d'un artiste rock qui est le concurrent de Johnny Hallyday qui vient à la maison, qui s'appelle Vince Taylor. Attends, à la maison? Il vient à la maison. Parce qu'en fin de compte, on connaissait une personne qui organisait des concerts et qui connaissait bien Vince Taylor. Ok. Et Vince Taylor, en fin de compte, c'est le concurrent de Johnny Hallyday à cette époque-là. Ok. Et il vient avec cette grosse chaîne, il a une grosse chaîne, sa guitare, et il vient nous faire des chansons à la maison. Chez vous? Chez nous. Donc, c'est à Sarcelles, ça? C'est à Sarcelles. Incroyable. Et ça, c'est c'est véridique, quoi. Donc toi, t'es jeune, t'es tout petit, et il y a une star de la musique qui est quoi? Qui me parle déjà de l'époque en me disant Johnny Hallyday, c'est un enfoiré. Ouais, les clashs. Il a clashs avant le rap. Attends, ouais, les clashs, il parle, il me dit, du moins, il me dit, c'est pas, en fin de compte, c'est, on me raconte après, parce que moi, je suis petit. Ouais. Mais il dit, Johnny m'a piqué un musicien, c'est un enfoiré. Okay. Donc, on est sur ce thème-là, et puis la musique, elle arrive encore là. Et en plus, moi, la personne qui ramène Vince Taylor, elle produit aussi un concert aux Antilles de James Brown. Ah ouais, donc toi, il y a déjà des gens du milieu de la musique, de l'industrie qui sont autour de toi et de ta famille. Voilà, et sans parler de mon frère qui lui est musicien et qui fait les reprises des Rolling Stones, donc il fait un groupe avec mes cousins. Ok. Que tu dois connaître, qui est de Sarcelles, qui s'appelle Moulay. Ouais, je me rappelle. Il joue au foot de ouf. Oui, voilà. Quel joueur de foot. Et ses grands frères, en fin de compte, ils avaient créé un groupe avec mon frère et ils faisaient les reprises des Rolling Stones. Okay. Donc j'étais déjà imprégné beaucoup dans la musique. Après, là où est venu le rap, en fin de compte, il y a eu un avant. C'est la musique, en fin de compte, par rapport aux potes, aux amis du quartier, de la secte, où on est des amis. Et on écoute tout style de musique, c'est-à-dire qu'on écoutait bien du SOS Band, du M. Tumé, de la musique antillaise, de la musique africaine. C'était vraiment éclectique. Et arrive
le fameux film Warrior, les guerriers de la nuit. Les guerriers de la nuit. Et là, je pense que c'est d'abord le premier tournant pour moi, en tout cas pour ce que j'ai vécu moi, de ce qui s'est passé, parce qu'il y a la création des bandes là après. Il n'y a pas encore le rap français, rap. Il y a un peu de rap, il y a là, on est début des années 80. Voilà, on est voilà. Et il y a ce effet mouvement où il y a les bandes qui arrivent. Ouais. Et puis après, il y a Beat Street et Bois Street 84 qui arrivent. Ouais. Et c'est là où ça arrive, où là, là, ça parle de musique. C'est pas des films qui parlent de bagarre, de bande, tout ça. Voilà. Là, il y a de la musique. Il y a la Beat Street et Bois Street 84. La danse. On est vraiment avec le hip-hop, là. C'est-à-dire, ça mélange aussi bien le graphe, la danse et le rap. Ouais. Et là, on écoute, là arrive à ce moment-là du Public Enemy, du Run DMC, du Beastie Boys, du Kool Moe Dee, bon, je t'en dirais, du Suti, MC Melody. Bon, je vais pas faire tout. Il y en avait plein. Ouais. Et puis, cette musique après, forcément, elle s'est complétée avec le vestimentaire et puis les bandes. Et ça arrivé là où j'ai commencé vraiment à vouloir m'intéresser à cette musique-là. Ok, donc là, à ce moment-là, t'écoutes. À quel moment tu dis je vais faire? Au moment où je me dis je sais pas faire grand-chose d'autre parce que la danse c'était pas pour moi. Okay. Parce que déjà quand on allait en soirée, je tenais plutôt les murs que tu sais, il y avait des gars qui tenaient les murs et j'en faisais partie. Ok. Donc j'étais trop timide pour pouvoir m'extérioriser dans la danse. C'est un délire de te mettre au milieu et danser. Ouais. C'est un délire. Ouais, c'est quelque chose. Donc j'ai vu que c'était pas ça. Bon, le rap encore moins. En plus moi, à l'école très nul en français, très bon en maths, mais très nul en français. Donc j'arrive à avoir mon CAP d'électrotechnique, mais parce que je suis bon en maths. Mais on va en reparler. C'est important dans la suite de l'histoire. Tu comprendras pourquoi. Donc très mauvais en français. Et donc le rap c'était pas trop pour moi. Et il me restait le goût de la musique en fin de compte. Et c'est vrai que avant d'être DJ, de venir à acheter mes platines et vouloir faire ça, j'ai acheté d'abord les disques parce que j'adorais la musique et je voulais découvrir. Okay. Et grâce aux émissions... Attends, t'as acheté des disques, mais t'avais pas de platine? Si, j'avais... Mais le tourne-disque normal de la chaîne IFI. Au début, tu vois, on n'avait pas les moyens, donc c'était juste pour écouter. Voilà. On avait le truc, la chaîne IFI, où il y avait tout d'un coup, là, tu sais, t'avais le bloc, avec le magnétocassette. C'est dire, mais de quoi parlait-il? On écoutait de la musique, il y avait une chaîne IFI avec tout le bloc, vinyle, cassette, CD plus tard. Oui, voilà. L'ampli, tout était dedans. Exactement. Donc voilà, donc t'achetais d'abord des vinyles, avant d'être DJ. Moi, j'achetais... Et j'en prenais aussi à la Fnac. J'avais une technique. Tu empruntais, mais tu ne rendais pas. Voilà, j'avais un peu le système, tu sais, des bibliothèques qu'il y avait ou des ludothèques qu'on appelle maintenant avant, où t'empruntais, mais tu ramenais pas, quoi. Ouais, je vois. Donc j'avais une technique pour pouvoir en acheter un et en partir avec 10 ou 15. Donc c'est... On a eu Cut Killer aussi, lui, il avait ses techniques. Il avait des équipes et tout. Ah ouais, non, mais mais bon, ça a marché longtemps, hein. Et puis bon, de toute façon, j'avais pas les moyens, donc c'était pas possible. Il y avait que ça. Donc vous m'excuserez la Fnac, mais c'était juste parce qu'il y avait pas les sous, quoi. Et en fin de compte, je découvre tous ces artistes aussi par le biais aussi des soirées où on allait à l'époque. Ça que ce soit au Globo. À la fin, j'étais au Bataclan aussi, la fin du Bataclan, j'ai connu cette période-là. J'étais très jeune, hein, je devais avoir 14-15 ans. Ah ouais, c'est 85, 86, je sais plus. Soirée comme 87, je sais plus. Mais voilà, j'allais en soirée avec les gars du quartier. Ouais. Et en fin de compte, on découvre au Globo, on découvre Dynasty avec ses mix et puis surtout ses découvertes, parce que lui, à l'époque, on n'a pas Internet, on n'a pas tout ça. Donc la musique, on la découvre via la radio où il animait à Nova. Mais aussi avant ça, sur ces soirées qu'il faisait au Globo, ou même le premier groupe qu'on voit au Globo, et il y en a deux même, il y a Africa Bombata qui arrive, et il y a Public Enemy, avec aussi le DJ Cash Money qui fait un truc de fou. Incroyable, lui. Donc voilà, donc il y a tout ça, et ça m'emmène à vouloir toucher aux platines. Et dès mes 16 ans, quand j'ai l'apprentissage... je fais l'apprentissage de mon CAP d'électrotechnique, donc c'est en
en double, on va dire, alternance, en alternance où je touche un peu de sous, bon, c'était pas énorme, c'était en francs à l'époque, c'était peut-être 470 francs. Donc avec ma mère qui m'aide, elle m'aide à acheter les platines, avec aussi bien moi je mets une partie, puis elle m'aide quand même pas mal, elle m'a pas mal aidé par rapport à ça, et ça me permet d'acheter les platines et de commencer à... Tu t'entraînes. Je vais même en Angleterre pour acheter ma Gemini. Ok, ouais, c'était comme ça avant. Il y avait pas tout ici à portée de main. Il y avait pas Amazon, les gars. Ouais. Oui, puis ça me faisait plaisir d'aller en Angleterre. Aussi. J'allais au carnaval, je profitais d'aller c'est en 88. J'allais au carnaval, mon premier carnaval en Angleterre, il est en 88, quoi. Je crois mon premier carnaval, j'étais avec toi. Ah ouais? J'ai rappé là-bas. Mais t'as vu, c'était de la folie là-bas. C'était incroyable. On allait même en soirée, rappelle-toi, on allait en soirée. Incroyable. J'ai jamais vu une telle ambiance si proche de la France, en fait. Ouais. C'est ça que je me disais, waouh, ils s'amusent vraiment là-bas. Puis avec les artistes qu'on voyait, les voyait sur les disques, on les voyait... C'est des gros Américains, scène ouverte, gratuite. Ouais. Tu venais, tu voyais Lost Boys, Foxy Brown, Montel Jordan, tout. J'étais choqué, mais c'est pas possible. C'était excellent, quoi. C'était vraiment bien. Donc voilà un peu le commencement du goût des platines vient d'abord pour l'amour de la musique en général. Et aussi, après, de la technique, parce que bon, je m'amusais un peu. Ça que j'allais te demander. Là, maintenant, tu as des platines. 2 platines, une table de mixage. Donc, c'est pas juste pour écouter de la musique. C'est DJ. T'enchaînes de la musique. Il n'y a jamais de trou. À un moment, tu te dis, je veux faire des soirées. Ou à un moment, tu te dis, je veux être DJ pour un groupe de rap. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, en fin de compte, c'est venu naturellement. Moi, au début, je fais beaucoup de cassettes. Aux potes. Ouais. Ça veut dire que en plus c'était important ça avant. Voilà. Et tous les potes me demandaient une cassette et moi j'avais la particularité de faire une cassette pour chaque personne différente. Ça veut dire que toi, je personnalisé, c'est pas la même pour tout le monde. Parce que les gars ils me disaient un peu ce qu'ils voulaient et en même temps je leur faisais découvrir aussi et je mixais et j'adorais le mix. Alors le scratch tout ça c'était quelque chose que j'aimais faire mais pas plus que ça. Parce qu'en plus j'aimais pas me prendre la tête. Donc fallait avoir le scratch il faut y aller tous les jours faut se prendre la tête. Exactement. Et en fin de compte, ça a été plus le mix. Donc, j'ai animé beaucoup d'anniversaires aux potes du quartier. J'ai fait aussi des mariages. Et j'ai fait quelques soirées où j'animais. Et après, c'est aux gens, je pense que je mixais bien vu qu'ils étaient assez contents des soirées que je faisais. Je me rappelle à l'époque, il y avait hip-hop, c'était Desh, et il y avait Afro, il y avait Kit. Tu te rappelles des Kit? Il y avait Kit, et il y avait même Abdou aussi, des fois, j'animais avec Abdou des GBF. Exactement. Voilà. Donc, on était vraiment une équipe pour pouvoir faire des bonnes soirées et puis animer, quoi. C'est vrai. Cool. Et du coup, ton premier groupe de rap pour qui t'es DJ, c'est Ministère Amer? Bah ouais. Comment vous connectez, sachant que ils habitent dans une autre partie de Sarcelles. Donc, c'est pas genre t'as été à l'école avec eux. Bah, en fin de compte, alors bon, moi j'habite à la Secte. Voilà. Donc c'est un quartier qui est quand même où c'est un quartier qui s'appelle pas encore la Secte, qui est quand même renommé parce qu'on connaît beaucoup de monde. En fin de compte, on n'était pas le centre de Sarcelles, mais en fin de compte, on se connaissait tous à Sarcelles. On pouvait aller de l'autre côté de Sarcelles, vers la Cité Rose, on connaissait. On pouvait aller. C'est du monde partout. Mais quand même, si tu remarques bien, les rappeurs de Ministère Amer, qui étaient Hammer Possi à cette époque-là, ils habitent tous dans le même coin, en vrai. Soit Ahmed Day, que ce soit Stomy Bugsy, que ce soit Passy, que ce soit Moda, ils habitent tous dans le même coin. Et toi, Desh, t'es de l'autre côté de la ville, en vrai. Mais je pense que c'est un peu de la chance, parce que je pense que je suis le seul, en fin de compte, à ce moment-là. En fin de compte, c'est un parcours qui arrive. DJ. Voilà, du moins, il y en a peut-être d'autres, mais ils sont pas, tu sais, moi, je voyais tout le monde. Donc, forcément, on parlait de moi. Je faisais des cassettes. Je faisais des choses. Je faisais des soirées. Donc, j'étais peut-être pas le seul, parce que bon, il y avait Cool A qui était aussi dans son coin, qui était aussi DJ. Après, bon, Nasser plus vers Garges. Mais en fin de compte, la venue de la demande du Ministère Hammer pour que je sois DJ, c'est Moda qui l'a fait en fin de compte. Il l'a fait parce qu'ils ont un concert au Forum.
Et alors, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'apparemment, il y a un DJ qui les a plantés, mais en vérité, je sais pas si c'est ça ou pas, parce qu'à un moment, je me dis, bon, bah, peut-être qu'ils cherchaient un DJ pour faire leur, comme c'était le début, ils n'avaient pas trouvé ça, trouvé un DJ, donc ils se sont dit, bon, bah, on va trouver quelqu'un. Donc, il est venu chez moi. Okay. Je pense qu'il était avec Passy à ce moment-là. Okay. Donc, il frappe à ma porte, et ça, je m'en rappellerai toute ma vie, parce que tu les connais, toi, à ce moment-là? Non, je les connais pas. Ok. Je les connais pas du tout parce que ils s'appellent même pas Ministère Amer à l'époque. C'est Action Musique et Rap, leur association, ça a rien à voir. Et il vient me voir et il me dit voilà, on est en galère, on a un concert à faire et on aimerait bien que tu viennes nous aider par rapport à ça. Ouais. Et j'ai dit oui. Alors j'étais un peu paniqué parce que j'étais à mes débuts quand même. Donc là, ça veut dire que eux, quand ils viennent te voir pour la première fois, c'est direct pour faire un concert. Ah ouais, moi, et puis moi qui n'ai jamais fait de concert aussi. Hein. C'est ça. C'est pas genre, on cherche un DJ pour le groupe, on va s'entraîner, on va voir. Eux, on a un concert, il nous faut un DJ, viens. Ouais, voilà. C'est la première. C'est culotté quand même. Ah ouais, mais à Sarcelles, quand tu regardes, on a été vachement comme ça. Ah. Et c'est un peu notre ADN en fin de compte. Et c'est ce qui a fait que c'est une ville qui est aussi importante, on va dire, aussi bien dans le Val d'Oise que dans la France entière et qui a été reconnue aussi par rapport à ses talents et à toutes les choses que cette ville a faites. Okay. Donc là. Tu décides d'aller avec eux au concert et de bosser avec eux. Ce concert-là, c'est le fameux concert au Forum des Cholettes. On disait, nous, à l'époque, le concert des TAB. Je me rappelle, il s'appelait même pas encore Ministère Amer, ni Amer, faut rien. On disait, c'est le concert des TAB. C'était ce concert-là? Ouais, je crois que c'est celui-là. Ouais. Ok. C'est incroyable. J'étais dans la salle. Ouais, Où Rico, à un moment, est monté sur scène aussi, vite fait, il n'était pas prévu, il a improvisé, il a vanné une meuf qui était dans le public, et il est reparti. Je me rappelle, c'était incroyable. Sacré Rico. Tu te rappelles de choses que je me rappelle même plus. J'étais là, je devais avoir 12 ans ou 13 ans, j'étais dans la salle, j'étais comme un ouf. C'est le tout premier, en tout cas. C'est celui, je sais plus, c'est 86, peut-être, 87. Je suis nul dans les dates. Ouais, mais moi aussi, je me trompe peut-être. Mais c'est très vieux. C'est très vieux, voilà. Moi-même, j'étais tout petit, je me rappelle. Donc, il y a ce concert-là. Et c'est là où tout commence, quoi. Okay. Et après, il y a une affinité qui se fait. Et après, on va faire des répétitions aux Vignes Blanches pour pouvoir. Je me rappelle. Oui. Le frère d'Ahmed qui m'a pris mes 5 francs. Ouais. Putain. Oui, ça c'est. Mais tu sais que nous, on n'était pas au courant. Je sais. Je l'ai compris plus tard. C'est lui qui disait ça en scred. C'est pour la caisse du groupe. Ouais, c'est pour sa caisse à lui. Il prenait tout l'oseille. Un petit garçon comme moi. Ah ouais. J'étais avec Kibla d'ailleurs, il nous prenait nos 5 francs. Et c'était énorme, 5 francs à l'époque. 5 francs, c'est quand t'es typeux. Un sac de bonbons, tu vas te mettre bien. Ouais, t'étais bien avec 5 francs à l'époque. Avec Kibla, on kiffait tellement le rap, t'es tellement fan de Ministère Amer, on payait, on était contents, on assistait à vos répétitions. Je me rappelle d'ailleurs, c'était l'époque où les danseurs, c'était important. Et le novice du vice, il dansait pour Ministère Amer. Tu te rappelles ça? Ils venaient, alors je me rappelle pas trop, mais je sais qu'ils étaient là. Je savais même plus que c'était pour la danse. Je me rappelle, ils dansaient. Et c'était l'époque du morceau qui est jamais sorti de Ministère Amer, Paye tes dettes. Tu te rappelles de ce morceau? Ouais, il était incroyable. super. Il était super chaud le morceau, il n'est jamais sorti, tristement. Paye tes dettes. C'était un truc de ouf. Et donc là, vous faites des répétitions. Est-ce que déjà à ce moment-là, vous êtes en train d'imaginer que vous allez sortir un disque à un moment? Non, même pas. On fait ça, c'est que du plaisir. Okay. Après, on a envie d'être performant. C'est-à-dire que je pense que Moda l'a amené beaucoup, ça, ce côté carré, et puis faire des répétitions, être performant. D'ailleurs, il venait chez moi, je sais pas si tu te rappelles. Il portait des enceintes. Chez toi. J'ai tout vu, moi. Il portait des enceintes qui étaient beaucoup plus balèzes qu'eux, quoi. C'est ça. Et on allait à quoi, 2-3 kilomètres, qui est peut-être pas énorme, mais qui était énorme pour nous, pour transporter du matériel, parce que le matériel d'avant, c'est pas le matériel d'aujourd'hui. Ah non, c'est clair. Donc, avec Kibla, on voyait le frère d'Ahmed Day porter des grosses enceintes sur l'avenue du 8 mai et tout. On y allait même avec des caddies des fois, tellement on n'en pouvait plus. On allait taper des caddies, on y allait en caddie, puis des fois même en bus. Des fois, on demandait, on allait par derrière, on allait poser les enceintes pour pouvoir y aller. Donc, on faisait les répétitions pour être performant, parce que c'était une époque où il y avait de la compétition, il y avait beaucoup de compétition. Il n'y avait pas forcément on veut faire un disque, mais de la compétition. On sait qu'il y a les rappeurs de tel coin qui rappent bien, faut qu'on leur montre que nous aussi. Ouais, voilà. C'était ça. Justement, ça nous amène à la période Radio Nova. Ah là là.
Alors, j'ai une anecdote là. c'est ça qu'on aime ici. Donc, mais pour moi, c'est une anecdote qui a été terrible pour moi. Parce qu'il faut savoir que je suis DJ, mais que je suis sourd d'une oreille depuis ma naissance. Donc c'est pas commun à tous les DJ. Ouais, c'est clair. Et en fin de compte, moi, novice, je connais pas trop, c'est la première radio que je fais, donc on a fait des répétitions, donc tout se passe bien quand on répétition, tout ça, donc on a un set à faire, hein. Et en fin de compte, je m'aperçois que c'est pas la même table que la mienne, donc c'est une autre table, et moi, ma table, elle avait une particularité, c'est que je pouvais entendre avec mon oreille ce que je faisais, sans que les autres entendent. Ok. Donc j'avais une table spécifique pour on va dire mon problème que j'avais, on va dire physique par rapport à ça. Et j'ai pas cette table-là. Donc cette émission, je l'ai fait en aveugle. Ah, t'envoyais comme ça. J'envoyais, je pouvais pas faire autrement. Il y a Lionel D qui vient, qui dit faut arrêter de cuter là. Je disais si tu savais dans ma tête. Oh merde. Mais l'émission a plu. Mais l'émission, elle est incroyable, cette émission. Je me rappelle, nous on l'avait en cassette, je l'ai saigné comme si c'était un album. Ouais, et elle aurait pu être mieux. C'était du freestyle pour toi. Elle aurait pu être mieux. Ouais. Parce que même moi, je la réécoute, c'est pas du tout ce que j'aurais dû faire. Mais tu sais, cette émission, on entendait, nous, que vous avez fait quelque chose de différent, dans le sens où vous êtes venu, car vous aviez vos instrus, vous saviez ce que vous faisiez. Parce qu'à l'époque, c'était pas ça, cette émission. C'était Dynasty qui envoyait des instrus, et les rappeurs, ils se débrouillaient dessus. Vous êtes arrivé comme un show pour un concert, en vrai. Exactement, ouais. Et c'était fou, ça. Et je crois qu'on est le seul groupe qui ont fait ça, quoi. Clairement. Donc, fort. Donc, les Hammer, comme c'est comme ça qu'ils s'appellent à ce moment-là, Hammer Posse, ils sont importants par rapport à l'époque Radio Nova. Et après, vous avancez. On a eu Passy ici. Je sais qu'il y a eu le moment Rap Attitude qui a été important, où c'était un peu la synthèse de tous les groupes de Radio Nova mélangés avec les artistes reggae, raga, tout ça. Et il n'y a pas eu Ministère Amer dans Rap Attitude. Bon. Passy nous a un peu expliqué pourquoi, tout ça. Bon, des histoires. On n'était pas aimé. Voilà, c'est ce qu'il nous a un peu expliqué. Ensuite, tout doucement, vous allez avancer, vous allez aller jusqu'au Maxi Traître. Et moi, à ce moment-là, ton nom, il disparaît et je vois le nom de Getch arriver. Oui. Et les deux noms, c'est quasiment les mêmes. Donc, je comprends rien. Je me dis, mais le DJ, c'est Desh ou c'est Getch ou c'est le même mec? Mais je me suis trompé, il s'appelle pas Desh, il s'appelle Getch ou ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que c'est plus toi à ce moment-là? Parce que bon, aujourd'hui, on sait que c'est deux personnes différentes. C'est la venue de Kenzie et Bouboule. Ouais. Qui eux connaissent Getch. Qui lui est de Villiers-le-Bel. Et qui est de Villiers-le-Bel. Ouais. C'est Bouboule, je crois, qui était à la même école, c'est ce qu'il m'a dit récemment, qui était à la même école que lui, donc qui connaît Getch. Donc, moi, à l'arrivée de Kenzie et de Bouboule et puis de Getch, au début, on devait faire 2 DJ. Ok. Et puis après, ça s'est pas fait. Puis je faisais pas partie des plans. En fin de compte, c'est ce que je me suis dit à la fin. Okay. J'ai pas les petits plans écrits de Kenzie et en fin de compte, ils ont placé Getch, qui était beaucoup plus fort que moi au platine et qui avait scratch, tout ça. En plus, il avait sa réputation. Voilà. Je crois, il a fait champion de Paris, un truc comme ça. Ouais, il aurait dû être même champion de France, mais il avait la main cassée, donc il a dû faire une improvisation. Il avait scratché avec des Jordan. Ouais, avec la main cassée. Avec la main cassée. Il avait la main cassée. Okay. Donc, en fin de compte, je faisais pas partie des plans. Et donc, après, naturellement, il y a eu un écart. J'ai quand même fait des titres sur le premier album. Ouais. Parce que j'ai continué. C'était toujours l'idée d'avoir 2 DJ, tout ça. Mais après, ça s'est évacué au fur et à mesure. Ça s'est fait naturellement. Le Savoir. J'avais fait Le Savoir, Prisonnier de la Monnaie. Et Acte 10. Ah, c'était toi? Mais ouais, mais je suis crédité sur le premier, mais je suis pas crédité que sur le deuxième. Donc, alors que c'est la même musique. Mais pour te dire que c'était un peu le bordel à cette époque, parce que même on connaissait rien à la musique, on était content de faire le disque. Voilà. C'était. Ok. Et il y a un autre truc important. Et moi, tu vois, c'est pour ça qu'au début de cette émission, je t'ai demandé comment t'as connu Ministère Amer alors que vous étiez dans de quartiers différents, même si c'était Sarcelles. Et moi, je me suis toujours dit que c'était Passy et toi par rapport au baseball. T'as joué au baseball?
Oui, alors le baseball, en fin de compte, c'est la partie où justement qui est importante dans ma vie parce que ça m'a permis de connaître d'autres personnes qui sont complètement différentes de mon univers. Et en fin de compte, Passy connaissait des personnes qui jouaient. Qui habitait vers André-Gide, c'est un quartier, c'est le quartier de c'est Moda. Le quartier de Moda. Ouais. Et en fin de compte, il connaissait quelques personnes de ce quartier-là, Ouais. Et forcément, nous, en relation avec ces personnes-là, on a réussi à faire un lien, mais on a fait un lien surtout pour le clip. C'est-à-dire que quand tu vois les jerseys Sarcelles qui sont, on dirait les LA Dodgers. Dans le clip de Trade, vous pouvez aller regarder sur YouTube, tout ça, c'est l'Amérique. Ouais. Alors qu'on est en 1990 ou un truc comme ça, tu vois, vraiment le début des années 90. Et moi, ce qui me choque, habitant à Sarcelles, j'ai jamais vu ce maillot de ma vie. Et on peut dire, on avait un beau club de baseball à Sarcelles. En première division, on était en première division. Stade éclairé, tu peux jouer la nuit, tout ça. Franchement, sur ce truc-là, ils avaient mis vraiment des moyens et tout. Et quand je vois le clip, et je vois ce t-shirt, ce maillot de baseball Sarcelles, je suis comme un fou. Et à l'époque, il y avait un magasin qui s'appelait Sport 2000, qui était pas loin d'où j'habitais. Et je me suis dit, comme c'est eux qui étaient très proches de l'ASS, c'est eux qui vendaient, l'ASS c'est donc le club de football de la ville, c'est eux qui vendaient tous les équipements pour le football, je me suis dit, ils doivent avoir l'équipement de baseball. Et je suis allé, je dis oui, je cherche le maillot de baseball Sarcelles. Ils disent, mais on l'a pas et tout. Et je disais, mais si, il est passé à la télé dans le clip. Et on parle d'un clip qui était passé dans Rapline la nuit, et là, je suis en train de parler à un vendeur, ça se voit qu'il n'a rien à voir avec le rap. Il se demandait, mais de quoi je parle? Et moi, je me disais, putain, mais d'où il sort ce truc? Et maintenant, tu vas nous expliquer d'où sort ce maillot. C'est en fin de compte le club de l'ASS Baseball de Sarcelles, où j'y ai joué au moins une dizaine d'années. Donc avec Georges, mon associé aussi, Bien qui sûr, a joué. Qui jouait, ouais, je me souviens. Donc c'est un club qui jouait en première division à l'époque. Donc c'était quand même un club quand même qui jouait dans la meilleure division de France. Après on a été en deuxième, on a été rétrogradé en deuxième, on est remonté en première. Okay. Et en fin de compte, je sais plus qui est-ce qui a cette idée-là. Je pense que c'est peut-être Moda ou Passy qui a l'idée de mettre ce vestimentaire dans le clip vidéo, parce que c'est vrai que ça claque bien, quoi. C'était un truc de fou. Et du coup, c'est prêté par le club pour le clip. Mais en fin de compte, c'était nos vêtements. Ah, c'était vos maillots à vous de baseball? Voilà, à l'époque, au baseball, on achetait nos vêtements parce qu'il n'y avait pas, il y avait pas forcément de grands moyens. Donc, on avait celui pour l'année. À la fin, on doit le rendre par rapport à la cotisation. Mais d'ailleurs, le mien, j'ai plus jamais retrouvé. Hein. Il y a quelqu'un qui l'a endormi. Hein. Ok. Non, mais ça, c'était complètement fou. Donc là, on a parlé rapidement du premier album de Ministère Amer. T'as 3 sons dessus. En tant que beatmaker, ça veut dire qu'il y a un moment où tu t'es mis au beatmaking. Oui, en fin de compte, comme on dit, on est autodidacte. C'est Mariano Beuve, en fin de compte, qui a toutes les machines. Ok. Et qui nous permet de... Qui repose en paix, d'ailleurs. Ouais, qui repose en paix. Et en fin de compte, il nous permet de pouvoir... rappeler aux auditeurs qui est Mariano, c'est le producteur de Ministère Amer. Exactement, voilà. Donc, lui, il a toutes les machines. Il a tout. Il est en avance sur pas mal de choses. Donc je me souviens sur le Maxi Traître, il fait, en remerciement, il remercie toutes les machines qu'il a. Voilà. Ah non, mais le gars, il était... Le sampler à caille, machin, le truc. Donc, il a tout. Donc, nous, on arrive avec nos disques, et puis nos idées. Et puis on fait des morceaux, mais vraiment, je suis pas musicien, je connais rien à la musique à ce moment-là. T'arrives avec des samples. Voilà, j'arrive avec des samples. D'ailleurs, quand tu regardes le premier album, on a l'impression qu'on est payé au sample. Il y a tellement de samples. C'est en plus des samples cramés, mais de chez cramé. Tu peux plus le faire aujourd'hui. C'est clair. À l'époque, oui, mais là, tu peux plus le faire. Donc, on faisait un montage de samples et puis voilà, quoi, on construisait un morceau comme ça. Ok. Mais donc, à ce moment-là, t'as pas de machine chez toi? Non. Ok. Ça vient plus tard. Donc, ça vient plus tard et je me souviens un peu comment. Maintenant, je vais tester ta mémoire. Je vais voir si tu te souviens. Tu te rappelles du matériel que t'achètes et comment, pourquoi, par qui? Alors, au tout début, en fin de compte, il y a quand je décide de vouloir composer,
Il y a une personne de Sarcelles qui s'appelle Eddie, je crois, à l'époque. T'es fort. Je voulais voir si tu te souvenais, mais tu te souviens. C'est Si, exactement parce que ça. c'est celui qui m'a appris à utiliser ce petit sampleur. C'est un petit sampleur qu'on mettait derrière notre machine. De la Et marque Amiga. Voilà, Tu vois, le souvenir. Amiga, Ouais. et on n'avait que 8 pistes ou 4 pistes. Ouais, Donc, ouais. fallait à chaque fois bidouiller C'est clair. pour pouvoir faire du son. Et mes premiers sons, et en fin de compte, c'est la meilleure façon d'apprendre, parce que tu es obligé de faire des combines pour Ouais. pouvoir avoir un son complet après à la fin, Ouais. avec tous les instruments, tous les samples ou toutes les mélodies que tu veux mettre. C'est Et clair. c'est lui en fin de compte qui m'apprend et qui m'initie à sampler et Ok. à utiliser cette machine. Et puis après, bien sûr, je m'acquéris avec le sampler. J'ai un S1000, un S950 Ouais. à l'époque. Ça arrive après. Ça arrive après, voilà. Mais en vrai, tu vois, ce Eddie en question, moi, je suis au collège avec lui. Ouais. Donc, en vrai, c'est lui qui me fait rentrer chez toi. Parce que D'accord. moi, je traîne tout le temps devant chez toi avec mes potes, tout ça, parce que je suis au collège à côté, à Natal-France et tout. Mais, donc, je vois Ministère amer passer, aller chez toi, répéter, tout. Moi, je rappe déjà, je le dis pas, tu vois, mais je kiffe, je le vois, je dis, putain, ils vont chez Dej, j'entends la musique qui sort, j'entends des morceaux inédits qui sont jamais sortis du Ministère amer, je dis, putain, si je pouvais mettre une cassette, machin. Mais voilà, mais je rentre pas encore chez toi. Et ce Eddie en question, quand je le vois à l'école, il me dit, ouais, tu vois, moi j'ai du matériel, je suis en train de faire acheter le même truc à Dej, tu connais DJ Dej? Je dis, ouais, bien sûr, et tout. Donc voilà, je vais souvent chez lui, je dis, ah ouais. Et c'est là que je lui dis, mais emmène-moi un jour, tout ça, machin. Et c'est comme ça que je suis rentré chez toi. Ouais. Et je t'ai vu commencer à faire tes sons toi-même et tout ça avec lui. Et ce qui est fou quand tu disais que t'allais chez Mariano, utiliser les machines de Mariano, et c'est comme ça que tu as fait tes 3 premiers sons dans le premier album de Ministère amer. Je me rappelle d'un mec qui venait faire la même chose chez toi. C'était Joël, qui était le DJ des Neg Marron à l'époque. Ah oui. Voilà, je me rappelle que lui aussi, il avait des samples, il n'avait pas de matériel, et il venait chez toi, et vous mettiez tout en place. Et après, les Neg Marron, ils faisaient leur truc dessus. Parce que le Neg Marron, à l'époque, ils m'ont demandé de faire... et ça date de très, très, très longtemps. Hein. Je parle même là où... ça date de l'époque où on avait fait le concert à Garges, J'étais là. où on a la fameuse photo qui est... Une photo de ça? La photo où on nous voit tous, une photo en noir et blanc, Je crois où que il y a j'ai jamais même vu il y a tout le monde, et il y a Marius, le seul qui n'est pas du ministère amer. C'était tiré de ce jour-là, cette photo? Ouais, elle est de Garges, cette photo. Il me semble que c'est cette date-là, ouais. Et en fin de compte, je me rappelle, ils m'avaient demandé, ils étaient venus chez moi et ils m'avaient demandé... Ok. Donc, ouais, je me souviens, donc du coup, il y avait du trafic. Quand je dis du trafic, je parle pas de trucs malsains. Je dis du passage, voilà, c'est ça le mot. Il y avait beaucoup de gens qui commençaient à passer, parce qu'en plus d'être DJ, il y a des gens qui venaient pour des cassettes, toujours, je me rappelle, mais commençaient à avoir des artistes du coin qui disaient, ah, il y a un mec qui fait du son. qui a du matériel, on peut avoir nos propres instrus, parce qu'à l'époque, on rappait que sur des phases B. Exactement, même toi, hein, t'as commencé moi, comme ça, on c'était que s'est connus, tu commençais comme ça. Exactement. Et donc là, je me dis, putain, il y a quelqu'un qui peut nous faire des sons. Et donc du coup, je commence à venir chez toi de plus en plus. Et toi, tu commences à maîtriser ton truc avec ton petit Amiga, machin, de plus en plus. Et à un moment, tu passes donc au gros sampleur Akai, machin et tout. Et voilà. À ce moment-là, qu'est-ce que t'as en tête comme plan? Ça y est, t'as du vrai matos pour faire de la musique. Qu'est-ce que tu veux faire? T'es plus avec Ministère amer. Eux, ils avancent avec Getch. Toi, c'est quoi ton plan à ce moment-là? Il y a un ami d'enfance qui s'appelle Jean-Marie Boubouille qui me propose en fin de compte, on discute et on kiffe la musique, donc on se dit pourquoi pas faire un projet. Et on fait le fameux projet où la compile l'art d'utiliser son savoir. Et en fin de compte, ça c'est déclencheur, parce que c'est déclencheur pour plusieurs choses. C'est déclencheur pour mon apprentissage, parce que là c'est moi qui fais tous les sons pratiquement. Et j'apprends en fin de compte, je me perfectionne. Et même si la compile, elle est scalée, mais à ce moment-là, elle est efficace par rapport à mon parcours, parce qu'elle me permet après de faire plein de choses. Et en fin de compte, ça me permet aussi de rencontrer beaucoup de groupes. Alors il y a des groupes aussi bien
tous les groupes qu'on a de chez nous, que ça soit Toi, Kibla, les ODS. Ouais. C'est ça, hein, ODS qui s'appelait. T'as des gars, les éléments aussi. Donc, puis après, il y a des personnes, il y a Hathor avec Kazé, ça me permet de découvrir Kazé, parce que Hathor, en fin de compte, Kazé a fait le morceau pour Hathor. Bien sûr. Elle est en feat, quoi. Ouais. Voilà, elle est en feat, elle le fait parce qu'elle connaît bien Hathor, elle veut lui donner un coup de main, parce que c'est pas son style musical déjà à la base, mais elle le fait pour lui. Et ça me permet de connaître Kazé, qui après elle, lui permet de connaître Koulé. Et de travailler. Qui est ton voisin, parce que tu déménages dans un quartier juste à côté. Ouais. Qui est de la SEC, voilà, qui est à côté. Et Kool A, le DJ, il habite déjà dans ce quartier-là. Et du coup, vous deux DJ, amour du rap, vous vous voyez souvent et tout. Et voilà, donc du coup, Kazé, son destin, il s'est beaucoup joué à Sarcelles. À Sarcelles, oui, par rapport à cette compile. Et après, il y a aussi d'autres artistes de Saint-Denis. T'as même un frère des rappeurs des Psychopathes, qui sont les danseurs de NTM, qui rappent dans cette compile. Exactement. Et puis voilà, puis sans parler après d'Arsenic. Bien sûr, on va y venir. Qui est arrivé à la fin. Il y avait Légitime Processus. Voilà, Légitime Processus. Aussi, qui était un groupe important à l'époque. Tout sur scène, je me rappelle. Puis même Poète Top Jazz. Poète Top Jazz, le groupe de Vibe. Ouais, et puis le compositeur, tu vas me remémorer. QTB. Ouais, qui avait fait le mix, je crois, de ce morceau. Voilà, j'ai une première discussion avec lui à ce moment-là. Et mec très, très gentil, très courtois. Il me ramène le morceau tout fait. Hein. Je me souviens. C'est-à-dire que ils sont OK pour participer à cette compilation. Tout fait. Je me souviens. Et donc là, je peux pas oublier, on est en 1995. Voilà, c'est ça. Parce que c'était important pour nous, s'il y avait 95 à la fin de l'année. Ouais. Je me rappelle, on était contents que ça sorte à ce moment-là. Et donc, du coup, on va parler d'Arsenic parce qu'il y a un morceau qui s'appelle Ball Trap qui est super important. Et je me rappelle, comme on aime les anecdotes, qui s'appelait pas Arsenic quand ils sont arrivés. Il s'appelait Doux Dur Dingue. Et ça venait d'un film avec Clint Eastwood. Et je me souviens à cette époque-là, on disait il y a un groupe qui s'appelle Doux Dur Dingue, ils ont fait un morceau pour Daesh, pour son projet et tout. J'aimerais que tu me racontes comment ils atterrissent sur ton projet en fait. Alors en fin de compte, je fais une soirée, un anniversaire. Ok. Alors après, j'ai des doutes. Parce que j'ai dit que c'était chez un ami qui s'appelait Jean-Henri, mais je ne sais pas si c'est l'anniversaire d'Abdou. Mais en tout cas, c'est Abdou des GBF, Lord, les danseurs, les danseurs avec qui je travaillais. Aussi. Voilà, DJ. Et puis, je travaillais avec eux, je faisais leur son pour leur spectacle. Et qui me présente, en fin de compte, Calbo. À cette soirée. Parce qu'Abdou, il est de Villiers-le-Bel. Il est de Villiers-le-Bel. Donc, il les connaît. Très bien. Donc, il me les présente. Et de là, après, ils viennent chez moi. Alors, ils rappent en direct. Ils avaient faim. Ils avaient la dalle. C'était, donc, et puis après, moi, forcément, je les écoute. Et puis, je sais qu'ils sont plus que présents, quoi. Et après, ça s'est fait. On a fait le son naturellement avec Kool A. Voilà. Et alors, je me rappelle très bien, il est venu avec un disque. On a pris la petite boucle d'un petit son. Et de là, moi, j'avais des boucles aussi. On a mélangé notre travail. Le son, on l'a fait en même pas, je dis 1 heure, mais ça se trouve, c'est en une demi-heure. On jouait avec le clavier. On a réussi, voilà. Et on a fait le titre Ball Trap. Incroyable morceau. Mais sachant que cette compile, il faut savoir qu'on l'a fait avec 3 sous. Et que je crois que c'est la première compile en CD indépendante qui est sortie. Ah ouais? Bah oui. C'est fou, ça. Si tu regardes, il y avait des vinyles indépendants qui sortaient, des maxi, tout ça. Mais en CD, en compilation, en album compile, il me semble bien que c'est la première. Alors d'autres, ils disent que c'est la première, mais les autres, ils ont 96. Donc l'histoire dit que 95, c'est avant 96. C'est clair. Donc, c'est clair, il n'y a pas de doute sur ça. Donc je pense que... Alors après, on l'a fait avec 3 sous, on l'a fait... je ne sais pas si tu te rappelles, on était dans un studio associatif à Colombes. Il y avait une patinoire à côté. Il y avait l'autre, la Candeloro, qui venait, qui était venu même. Qui était venu nous voir, qui voulait faire de la musique et tout ça. Et on l'a fait en 3 jours, on a enregistré plein de titres et mixé aussi. C'est fou, la débrouille. Ouais, en 3 jours. Ouais. Donc, heureusement, Doux Dur Dingue s'est appelé Arsenic à temps. Donc, sur cet album, il y a bien marqué Arsenic. Et moi, j'ai une anecdote, je me souviens, et je vais me balancer aujourd'hui. Et c'est pour ça que je t'ai dit
ton diplôme d'électrotechnique, il a été important ce jour-là. On cherche à faire la promo de ce projet. Si on était tous avec toi, on était trop contents en vérité. Tu sais, les disques, sortir des disques, c'était rare à l'époque. Donc t'es sur un disque, on est content. Donc c'est pas comme aujourd'hui où t'as une attachée de presse, elle te sort une liste de trucs à faire et tu suis. À l'époque, t'avais juste un plan radio pour aller parler de ton projet, t'étais content. Mais des fois, fallait provoquer les choses. Et je me rappelle, il y avait un DJ qui s'appelle DJ Rap Attack, qui avait une émission qui était assez écoutée sur Radio Aligre. Et toi, à un moment, tu me dis, j'arrive pas à me faire inviter là-bas pour le projet, venons, on y va. Comme ça. C'était comme ça, Sarcelles, on y allait, on se déplaçait. Donc, je me rappelle, il y avait Esprit Tranquille qui était là. Je sais pas s'il y avait Kibla, j'ai un doute. En tout cas, moi, j'étais là. On te suit, on va là-bas. Et toi, tu dis, voilà, tu sors le CD, c'est mon projet, j'aimerais faire la promotion de ton émission et tout. Et lui, il dit, non, c'est pas comme ça, faut prendre rendez-vous, truc, machin. Ce qui est normal, en vrai. Mais bon, nous, on a faim, voilà. Bon, on arrive quand même à rentrer, je sais pas comment. Et on est dans le studio. Et toi, t'es toujours en train de négocier avec lui. L'émission, elle est en cours, elle est en train de tourner. Et à un moment, tout le son s'arrête. Et là, DJ Rap Attack, il panique. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à l'antenne. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé et tout? Et tout, nous, on se regarde, on sait pas et tout. Et lui, il est persuadé que c'est nous qui avons stoppé l'émission, comme pour mettre une pression, genre, tu nous passes et tout. Alors que non. Et du coup, il est en panique. Et toi, à ce moment-là, tu dis, ouais, j'ai fait électrotechnique. Attends, laisse-moi voir tes machines, tac, tac, tac. Et il y avait juste un bouton à rallumer. T'appuies et tu trouves le truc. Et je te jure que quand t'as rallumé le bouton, il était tellement content parce qu'il était en panique, il se passe rien et qu'il a dit merci les gars. Bon, vous pouvez passer. Et là, on a lâché un freestyle comme jamais. T'es content et tout. Et je dois dire aujourd'hui que sans faire exprès, j'ai mis un coup de talon sur ce bouton. Et c'était de ma faute. C'était de ma faute. Ah bon? Et c'est vraiment ce qui est... Moi, je m'en rappelle plus. Moi, je me rappelle comme si c'était hier parce que c'était de ma faute. Bah oui, et j'ai rien dit. J'ai dit non, je sais pas, machin. Et je te laissais en train de fouiller, regarder les fils, tout ça, machin. Et je me disais, et quand j'ai vu, Dash, il a trouvé le truc, il a remis en route, j'ai fait... Et après... J'ai surfé sur ton truc, elle a dit, ah, merci les gars, vous pouvez rapper. Oh, ouais, on a rappé. Mais en vérité, tout était de ma faute. Ah, bah ça, je le savais pas, ça. Alors, tu nous l'as même pas dit après. J'ai dit à personne, c'est la première fois que j'en parle. Et on est en 1995, à ce moment-là. Bah, à l'époque, c'était main à la main, c'était aller... Et puis bon, c'est vrai que Sarcelles, ça a toujours été spécial parce qu'on n'était pas apprécié, mais pour aucune cause, en fin de compte. Ouais. C'est plutôt, des fois, bon, il y a le bordel parce que c'était plutôt les autres. Ouais, mais après, ils mettaient tout le monde dans le même sac, réputation, c'est un peu, tout voilà, ça. Et c'est vrai que à chaque fois qu'on faisait un projet, c'était beaucoup plus dur pour pouvoir le promotionner. Quoi. Ouais. Mais je me rappelle des promotions, moi, aussi avec FPP. Ça me marque bien. C'est là où je connais Kalengue. Ouais. C'est là aussi, j'apprends à connaître aussi Mouloud. Oui, qui était sur FPP aussi, c'est où vrai. Il me demande de faire un titre. Je me rappelle très bien, j'ai rappé dessus. Ouais, et puis il y a même Fab. Il y avait tout le monde. C'était un générique pour l'émission qu'il avait là-bas qui s'appelait Conscious Time. Ouais, voilà. Et il te demande de faire la musique et de vous inviter des rappeurs, plein de rappeurs. Et je me rappelle avoir fait un couplet et tout. Et ouais, il y avait Fab. Et on fait ça à Black Door. Exactement. Black Door avec la Secret Connection. Il y avait aussi Coma et Morad. Il y avait aussi le groupe, comment il s'appelle, La Caution. Ouais, exactement. Donc non, ça m'a permis déjà de rencontrer d'autres personnes. Ouais. Donc ça c'est cool. On avance un peu dans ton histoire. Donc cette compilation, l'art d'utiliser son savoir. C'est un peu ta première production en tant que producteur. Là, je parle pas de beatmaking, en tant que producteur. Et justement, on s'attend à ce que il y a le morceau d'Ahmed Day aussi dedans. Ouais. On n'en a pas parlé, qui était très bien. Mais on s'attend à ce que tu produises des gens dedans, et notamment Arsenic, qui était vraiment le morceau de la compilation. Je parle du morceau Baltrap. C'était ce morceau qui avait fait le plus de bruit, hein. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? C'est quoi tes plans? On devait bosser ensemble, mais après il y a Kenzie à qui j'ai donné un CD
Du moins donné, il me l'a acheté. Ouais. Non, c'est cool, c'est bien. Ouais, bah, ce qui est super. Ouais. Et en fin de compte, ils sont tous, Kenzie et puis Bouboule, sont tombés sur ce titre-là. Et forcément, c'est Ministère Hammer derrière, c'est Secteur A qui commence à arriver. Ouais. Donc, ils sont intéressés par rapport à Arsenic. Donc, il a été très courtois, Kenzie, parce qu'il m'appelle. Et je me rappelle, c'est AFPP en plus, qui l'appelle en premier, où il sait qu'on est dans la radio, il appelle, il me demande à me parler, et il me dit justement qu'il est intéressé par Arsenic, et il voulait les rencontrer. Et après, je leur passe Arsenic, comme quoi Kenzie veut les rencontrer. Et après, ils se rencontrent chez moi. Et de là, après, il y a l'entente avec eux, puis ils le font pas avec moi. Et ce que je trouve normal, parce que j'étais pas encore prêt. Ok, c'est ce que j'allais te demander. J'étais pas encore prêt. Et puis bon, j'ai un peu les boules aussi, parce que bon, tu dis que t'as quand même travaillé un petit peu, tu les as mis dans une petite lumière quand même. Mais après, il y a aussi Kenzie qui vient me voir quand il travaille avec Arsenic et qui me demande de faire un son. Et j'ai eu le même problème avec toi, avec le Maton Moguette. C'est que le son, je l'avais déjà donné à quelqu'un qui lui avait déjà enregistré. Ok. Donc, je pouvais pas le donner. Donc, et puis après, déçu, j'ai pas cherché aussi à en faire. Et puis bon, après, je sais même pas si le son, ça aurait plu aussi à... Ouais, on sait pas ça. Aurélino qui aurait dit, c'est quoi ce pneu crevé, là? C'est Desch, qu'est-ce que tu me donnes? Un pneu crevé, là? C'est bien Lino. C'est bien Lino. C'est bien tu Lino. Vois, avec une voix un peu plus nasale, mais après, je sais pas s'ils auraient voulu que je fasse un son dans leur album ou pas, mais ça, c'est à eux qu'il faut demander, mais j'ai pas cherché aussi à en faire, quoi. Donc, donc voilà. Donc là, par contre, est-ce que ça te donne envie de produire un artiste? Ça me donne envie de travailler. J'ai pas encore l'idée de... J'ai envie de faire des titres. Et les placer. Et de les placer. D'ailleurs, on en a fait avec Hip Hop Vibe 3. Ouais. Et aussi le Don Scarper avec VS Nord contre Sud, exactement. Donc voilà, faire des titres. Et à ce moment-là, je travaille avec Esprit Tranquille. Beaucoup avec Esprit Tranquille, beaucoup avec toi. Ouais. Il y a Kibla qui arrive un peu après. Après, ouais. Et... Non, j'allais dire, et il y a ton deal avec Polygram à l'époque, en édition, qui arrive. Voilà, en 96, en fin de compte, juste après la compile, je signe avec Marc-Antoine Moreau. Qui repose en paix. Ouais, qui repose en paix. Mais c'est vraiment un bon gars, quoi, qui est avec Raphaël Garout, qui était son assistant. Donc, je signe là-bas et en même temps, ils me permettent de signer une sorte de catalogue pour pouvoir travailler avec des artistes. Et je me rappelle, même quand on vient, moi je pense que j'ai signé là-bas, c'est aussi grâce à tout ce que j'ai fait avec vous aussi. C'est un travail en commun. Et vous venez aussi à Universal à ce moment-là. Grâce à ce qu'on a fait avec toi. Et le squatter driver, il arrive aussi. Et je me rappelle à une époque. C'est clair. Je me rappelle, je crois que c'était un autre gars, c'était pas encore sorti le directeur de. Je me rappelle. J'ai oublié son nom, mais. Et par contre, Marc-Antoine, il me pose la question vis-à-vis de toi. Et il me demande est-ce que il sera dans ton truc ou tout ça. Et moi, je savais que déjà que t'étais un peu pas solitaire, mais que tu savais déjà ce que tu voulais. Et je lui avais posé. C'était plus compliqué que ça. Ouais, voilà. C'est que j'étais avec 2 personnes du secteur A qui me manageaient. Oui, voilà. C'est ça le truc. Il y avait ça, et il y avait aussi que, un moment, je savais que, on travaillait ensemble, donc le but c'était de t'emmener à ce que tu signes. D'ailleurs, on avait fait 2 titres qu'ont eu Tam Tam. Je sais pas si tu te rappelles. On a failli avoir un deal. Un deal. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, bien avant les téléphones portables, il y avait des beepers et il y avait une marque de beepers qui s'appelait Tam Tam et c'était la plus grosse marque et tout. On avait fait une chanson on était déjà dans le branding, le marketing, tout ça. Et on s'est dit, il faut aller chercher un partenariat avec cette marque. C'est comme si aujourd'hui on allait faire un partenariat avec Samsung pour les téléphones ou iPhone, quoi. C'était l'équivalent en vrai à l'époque. Exactement. On a failli avoir ce deal et ça s'est pas fait. Bah oui, on l'avait même demandé à Kenzie de faire un peu de manager ce titre-là pour pouvoir trouver le business, parce que nous on était un peu novices là-dedans.
Donc il y a ça, et on a fait aussi Rouler avec Driver, qui était on parlera de l'autre compile qu'on devait faire et qui est pas sorti, qui est une super compile, qu'on devait faire avec Baïs, Menace Record, Sarcelles-Ville touristique, où on a des titres quand même avec Fab. Avec toi t'avais X-Men et t'as remis sur ton album. Kibla il a Rof et 113, il a Rof et 113. Rof. Et 113, je l'ai le titre, je l'ai écouté, il y a 113 aussi à ce moment-là. Il avait un morceau avec Expression Directe. Et Expression Directe avec le TIN. Exactement. Voilà, donc on avait une super avec un Barrio 5 Esprits en artiste, Kibla et toi. Voilà. Et il y avait 100 fois Nilois aussi, un groupe de garges qui est venu après. Oui, exactement. Donc, le groupe de Scalo. Et c'est eux qui ont fait un morceau avec 113, je crois, dans la compile. Ok. Donc, Piroff même, je crois que... Donc, oui, ça me permet de signer, en fin de compte, avec Universal. Et en même temps, quand tu regardes bien, il y a toi qui viens. Et on arrive aussi à faire le lien avec... alors, les frères de son, je crois que c'est toi qui me les... C'est Kibla. C'est Kibla, voilà. C'est Kibla qui les ramène. Donc, il y a aussi les frères de son avec qui je travaille après un peu plus tard et que je signe dans le catalogue. L'édition. Et puis, ça nous permet de travailler ensemble et après travailler sur ton album. Voilà. Et surtout, il y a des moyens à ce moment-là. Oui. Il y a des avances qui sont données, du matériel, tout ça, machin. Et ça, c'est cool. Tu travailles dans d'autres conditions. Tu signes même des beatmakers dans ton catalogue. Kibla, il était dans ton catalogue. Oui. Tu vois, t'as des rappeurs et tout. Donc... Et puis, il faut savoir que à cette époque-là, j'habitais à Sarcelles. Je devais 1 an de loyer. Ah ouais, je savais pas ça. À chaque fois, le bailleur, c'était le bailleur c'était la SIC à l'époque, c'était un bailleur. Je me souviens très bien. Et en fin de compte, je faisais durer, et j'ai réussi à tenir 1 an, parce que je disais, je vais avoir un contrat avec Universal, et j'avais, tu sais, t'as toujours le projet de contrat. Et après, tu le fais négocier avec l'avocat, et ça prend du temps. Voilà. Et je devais 1 an de loyer. C'est incroyable. Et justement, ça m'a permis, de la signature avec Polygram, qui est maintenant Universal, m'a permis d'acheter du matériel et de construire ce catalogue. Et surtout de payer tes 1 an de retard de loyer. Et je les ai payés. Tout le temps être honnête dans la vie. Très bien. Donc, là, à ce moment-là, tu travailles dans de bonnes conditions, tu places des morceaux à droite, à gauche, t'as accès via les éditions à une major. Je me souviens, il y a une salle de réunion, il y avait plein de rappeurs qui faisaient des envois, qui passaient des coups de fil gratuits. Tout ça, c'était... il y avait un jeu, on faisait des jeux sur Internet. Il y avait pas sur Internet, il y avait sur le téléphone. Et il fallait donner un code, mais ça coûtait cher pour avoir des points, pour pouvoir gagner quelque chose. Et rien que j'appelais pour avoir des codes. Laisse tomber, on est vrai gamin. C'est la folie. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi? Dans le sens où tu places des trucs, tu places des instrus, mais il y a Stomy Bugsy, il me semble, à un moment. Alors, en fin de compte, c'est le départ de tout. Truc. Stomy, je pense que c'est le départ du professionnalisme. Okay. Ça veut dire que Stomy vient me voir à Sarcelles. Je pense qu'il a vu qu'avec Minister Hammer, ça s'était pas forcément passé dans des bonnes conditions, c'était pas super réglo. C'est ce que je pense. Par rapport à toi. Oui, par rapport à moi. Donc il vient me voir et il a envie que il me demande à être son DJ pour les concerts. Pour bien resituer le contexte, il y a Passy qui a été incarcéré pour une histoire dont on a parlé ici de toute façon dans son épisode de featuring. Ensuite qui est sorti de prison, qui est parti vivre à Lyon, il me semble, et ensuite il a commencé à bosser sur son solo, il est revenu, et Stomy, lui, du coup, pendant cette période-là, il commençait déjà à bosser sur un solo quand Passy était pas là. Oui, il bossait avec Dr. L. Ouais. Et il faut savoir que Passy, le jour où il s'est passé son histoire, il était chez moi. Je me rappelle. Et on était là, et il devait faire un morceau avec Kibla et DRS. DRS qui te rappelle donc Kibla. Normalement, il aurait dû être dans la compile L'Art d'utiliser son savoir. Ouais. Et ce jour-là, il s'est passé ce qui s'est passé. Tout a basculé. Et tout a basculé. Voilà. Et mais ça a amené donc Stomy à commencer à penser solo. Voilà. Et du coup, Passy aussi, quand il est sorti. Et de là, en fin de compte, il y a Passy en 96, pareil, dans ces années-là où on travaille justement cette compile Sarcelles-Ville touristique. Ouais. Il passe au studio Puissance 6, qui était à Clichy, je crois. Porte de Clichy, ouais. Porte de Clichy. Et qui passe, et qui je fais tourner le morceau. Et c'est le morceau du Maton Muguette. Ouais. Où normalement, toi, on t'attend, tu dois poser dedans. Non, on n'était pas arrivé jusque-là. Non? Tu me l'avais proposé, celui-là, chez toi. D'accord. Je t'avais dit non, je suis pas super chaud dessus. D'accord.
Et après, je t'ai appelé, je t'ai demandé si... Et tu me fais écouter d'autres sons. Et il y a le son des femmes d'aujourd'hui, qui allait devenir les femmes d'aujourd'hui pour moi. Ouais. Et je dis, ça, je kiffe. Et toi, tu me dis, non, ça, c'est pour Passy. Ah bon, donc j'ai inversé les trucs, alors. Et du coup, quand Passy écoute l'instru des femmes d'aujourd'hui, il dit, non, c'est pas mon truc. Et quand tu lui fais écouter le maton me guette que moi, je ressentais pas, il dit, ça, par contre, j'ai un truc pour ça. Ah bon, tu vois... Et du coup, tu lui dis, celui-là, je peux le faire écouter et je peux le passer à Driver. Ouais. Il dit oui, et voilà, et tout le monde était content. Ouais, c'était super. Alors, toi, même moi, c'est pour te dire les histoires de chacun. Ouais, non, après, des rappeurs qui viennent prendre des sons, j'aime pas. T'as dit, on va voir plein. Et c'est là où est créé le maton me guette. Ouais. Donc, et puis fou. Toi, les femmes d'aujourd'hui. Voilà. Et Stomy, pour en venir à Stomy, donc il me demande de faire ses concerts. Donc, il a travaillé avec Dr. L tout son album. Ouais. Donc, on commence à faire de la promo, ça veut dire aussi bien des télés. Donc des petites télés, MCM, à l'époque c'était beaucoup MCM qui... Je me souviens, donc, une émission, je suis arrivé à l'improviste, c'est quoi MCM, on peut rapper, ouais, et boum, freestyle. Après, je m'en vais, alors que c'était le spécial Stomy Bugsy chez toi. Ah oui, tu m'en as parlé. Voilà, et je suis venu comme ça, mais c'était la fête, et puis... C'était une porte ouverte chez toi. Quand on était rappeurs, on venait, tout. T'avais même des amis, des amis qui venaient, et que j'ai appris à connaître après. Mais Sarcelles, c'était vraiment, chez moi, c'était vraiment, je dirais pas que c'était le centre de beaucoup de choses, mais il y avait beaucoup de venues. Ouais, donc forcément, il y a même un moment, je me rappelle, il y a Gynéco qui vient avec son DA, après son premier album. Et que son DA, ça c'est une déception que j'ai, parce que son DA, il veut que je bosse sur des prochains titres avec Gynéco. Et Gynéco, tu le connais, ouais. Et puis ça s'est jamais fait. Ouais. Et c'est dommage parce que j'aurais bien voulu me mesurer à un artiste comme ça. C'est clair. Et faire au moins un titre ou deux sur un prochain album qu'il était censé faire. J'ai entendu une rumeur, et tu vas me dire si c'est vrai ou pas. On me dit que Camaro, avant qu'il soit connu, il était venu te voir. En fin de compte, c'est sa maison de disques. Je pense pas que je l'ai vu, mais je l'ai eu au téléphone. Il travaillait avec un groupe au Canada. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Franchement, si c'est le groupe que je pense, c'était avec Corneille et Zao. C'est un groupe en tout cas, et ils avaient fait un album. C'est possible que et on m'a demandé de faire des musiques, des remixes de cet album. J'en ai fait deux. Et j'ai travaillé avec lui avant qu'il soit Camaro. Donc, c'est fou ça. Donc on me demandait des fois de faire des remixes ou de refaire des musiques parce que les musiques principales ne plaisaient pas. Incroyable. Il y a tellement de monde ça même James qui est passé à la maison avec Black Mo. Il y a plein d'artistes qui sont passés en fin de compte. Non, c'est toi. C'était une bonne période. Il y avait vraiment du passage. Ouais. Et je le dis, c'est une période où il n'y a pas Internet, pas les réseaux sociaux, et c'est important quand t'es un rappeur d'être dans ce genre d'endroit. Tu sais que tu vas croiser des gens. Alors ça peut être chez toi, ça pouvait être Black Door. Black Door, c'était un endroit comme ça aussi. Tu venais, tu te posais toute la journée, t'allais croiser des têtes. Et ça, on a reçu Cor ici, et Cor il disait, moi je restais au coin de la rue. Je voyais les mecs arriver, je leur donnais des CD, tout ça. Ouais, Cor, j'ai même une histoire avec lui. Une fois, il manquait ses platines. Raconte. On était la première fois que je rencontre Cor, et c'est lui qui me le rappelle, parce que moi, je m'en souvenais plus. Il y a un concert, je sais plus, à l'université de, je sais plus si c'est Saint-Denis ou Saint-Gratien ou je sais pas. Et il me demande que je lui prête ses platines. Mes platines. Que je lui prête mes platines. Et je lui ai prêté parce que moi, j'en avais rien à foutre. Je prêtais mes platines. J'ai même eu une autre histoire avec Ayam. Je sais. Avec Ayam, qui il voulait pas prêter ses platines, et en fin de compte, j'ai pas pu faire le concert. Mais il avait raison à la fin, parce que moi, mes platines, je les ai prêtées. On me les a jamais rendues. Et lui, il les a toujours, ses platines. Donc, Cor, c'est lui qui m'a, je lui prêtais, moi, je prêtais mes platines. Pour moi, c'était pas ma meuf, quoi. Donc, donc pour moi, je pouvais les prêter. Bon, c'est une petite anecdote. Voilà, cool. En revenant donc à Stomy. Stomy, quand il vient te voir, c'est pour faire quoi exactement ? Pour être derrière lui sur scène. Donc lui, il décide de faire des concerts avec des musiciens. Ouais. Donc on commence à répéter. Il faut savoir que le début, par rapport à son premier album, est très difficile. Ça veut dire que c'est des petites salles. On les remplit pas tout le temps. Et même une fois, je crois qu'il y a peut-être, sur une salle de 1000 personnes, il y a peut-être
300 personnes, mais Stomy, toujours professionnel, il dit, même s'il y a 20 personnes, je n'en ai rien à foutre, je fais le saut. Ouais. Et surtout qu'on faisait des concerts de 2 heures, quoi, 2 heures, 2 heures et demie, quoi. Ouais. Il devait durer, on faisait une liste d'1 heure et demie, et en vérité, ça continuait. Bon, allez, tu mets ça, et ça durait super longtemps, et avec un show et tout ça. Mais le début était très chaotique. Ouais. Ça a été très difficile. Et en fin de compte, par le biais de ces concerts, Stomy a l'idée, par rapport au titre Mon papa est un gangster, de le faire remixer et de se dire, je vais faire des nouveaux titres pour cet album et je vais faire quelques balles de plus pour qu'il te faut. Et c'est là où j'interviens, où je fais, sur les 4-5 titres qu'il y a supplémentaires de cet album, j'en fais 3. Je crois que c'est 3. Je fais La vie c'est comme ça avec Iso. Ouais. Je fais Gangster d'amour et Wooznipal. Ouais. Et avec ce qui s'est fait avec Mon papa est un gangster, bah là l'album il décolle. Donc Mon papa à moi est un gangster remix. On parle pas d'un rap qui fait rap, hein. On parle de la version que tout le monde a entendue. Ça devient un tube énorme. Et du coup, la carrière de Stomy Bugsy change complètement. Change. Et les concerts changent forcément. C'est-à-dire que derrière, en plus, on a une superbe équipe. Ouais. On a une équipe où on a... moi, j'ai quasiment le Ministère Hammer dans cette équipe. Il manquait que Passy. Ouais. J'ai Carl The Voice, Ahmed Day, Asia et Patsy, et plus un groupe de musiciens qui jouent derrière. Donc, on a vraiment une superbe équipe qui on emmène cet album après Mon papa est un gangster, et là, on voit le changement. On passe de toujours à faire des salles aussi de 1000 personnes, mais remplies, et à faire le Palais des Sports, à faire des salles beaucoup plus importantes de le remplir, quoi. Ouais. Donc ça, c'est beau. Et quand tu es sur scène derrière lui, on constate que tes cheveux cachent ton visage. On ne te voit plus. On voit beaucoup de cheveux, c'est tout. Qui a eu cette idée? C'est moi, mais j'ai attendu 50 ans pour me faire pour qu'on me découvre sur le net ou qu'on voie ma tête. Mais tu voulais pas qu'on te voie? Non, voilà, c'était, en fin de compte, j'ai toujours été un peu timide, moi. Quand on me connaît, je le suis pas. Ouais. Mais quand on me connaît pas, en fin de compte, j'allais pas vers les gens. C'est-à-dire que même les sons, les gens qui venaient me voir et qui me demandaient, je leur faisais. S'ils me demandaient pas, je leur faisais pas. T'es pas le genre de beatmaker à aller proposer aux rappeurs à aller les voir. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, j'ai raté beaucoup de choses à cause de ça. Et en fin de compte, c'est pour ça que je faisais des sons, même pour des gens qui étaient pas connus. J'ai fait beaucoup de sons pour des artistes qui étaient pas forcément connus, mais qui m'ont permis aussi de progresser et puis de me faire plaisir. Et en fin de compte, j'ai cette idée-là parce que j'ai envie de trouver un concept. Je suis pas un caïd aussi des platines, donc j'ai envie de trouver quelque chose qui permet aussi d'emmener un concept. Et par contre, je sais m'organiser pour faire un show, et on en fait un avec Stomy, et on arrive à faire des choses, ou même on arrive à créer des embrouilles dans le concert, où une fois il y a même un gars du public qui est en panique, qui dit mais non, c'était trop bien, arrêtez. Alors que c'était une fausse. Et c'était une fausse parce que je casse mon disque, je fais vraiment fou. Et puis comme on voit pas mon visage, ils disent mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, on prépare un show. Et puis Stomy, c'est un ouf. Complètement. Il vient avec son cercueil à des moments. Il fait venir une stripteaseuse. Ah lui c'était. Non mais lui un show, c'était un film. Ah non, lui, on avait des shows. DJ Dash scratch ta race. Ah ouais, laisse tomber. Disait ça. Scratch ta race. Non mais Stomy. Ce mec est complètement fou. Ah ouais, donc voilà. Et... Donc grosse tournée du coup, parce que ça devient une star. Ah oui, on fait des télés. Des télés, je me rappelle. Drucker. Drucker, il adorait Stomy Bugsy, c'était un ouf. Et même les victoires de la musique, je me souviens. Ouais, on fait les victoires de la musique. On fait Canal+ aussi. Ouais. On fait tout M6, on fait les gros, les Arthur. Je fais des trucs que j'aurais jamais pensé faire. Les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui, mais Stomy Bugsy, c'était une très très grosse star. C'est-à-dire, ça dépassait le cadre du rap. Hein. Et c'était vraiment quelqu'un qui était aimé à la télé, à la radio, était tout le temps invité. Donc c'était énorme. Et toi, tu faisais partie de son équipe. Donc du coup, tu étais tout le temps là, tu as vécu tout ça. Ouais, Qu'est-ce que ça t'a apporté de vivre finalement ce truc de rap que tu fais depuis si longtemps, mais à un niveau aussi haut en fait?
Bah là, déjà, j'ai découvert la France. Je la connaissais pas. Parce qu'à Sarcelles, on connaissait Sarcelles et Gare du Nord. Voilà. C'est-à-dire Gare du Nord pour s'acheter notre frites merguez coupée en deux. 10 francs. 10 francs coupée en deux parce qu'on était à deux dessus. Voilà. Et on n'avait pas trop de moyens, donc on se partageait les choses. C'est ça. Et puis ça m'a permis de découvrir la France. Et en plus de ça, ça m'a permis de découvrir d'autres pays. Alors, je vais bien le dire là, parce que j'ai été au Cap-Vert. Avec dans l'île de Stomy. Ouais. Et c'était merveilleux. J'ai été au Sénégal. J'ai fait la Réunion, pas la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique. Ouais. Donc on a voyagé. Et ça, c'est déjà sortir. C'est beau. On vient quand même d'un milieu qui est assez pauvre, d'une ville. Sarcelles, qui est une ville où il y a les premiers bâtiments qui se font, il y a une population éclectique qui est pas très riche. Ouais. Et on arrive à sortir de ce contexte-là. Et on arrive à se démerder. Grâce au rap. Et grâce à la musique. Et surtout une musique où toutes les personnes des maisons disques qui travaillaient cette musique pensaient que ça allait passer et que ça allait pas durer. Ouais. Et on avait toujours à se battre pour pouvoir obtenir des choses, tout simplement, parce qu'on n'était pas toujours pris au sérieux. Et l'année prochaine, c'est fini. Oui, voilà. Alors que ça continue encore aujourd'hui. Maintenant, puis c'est pas fini parce que maintenant ils sont nés dedans, donc c'est comme Obélix. Hein. C'est ça. Les jeunes là, c'est très très chaud. Très bien. Et du coup, t'es DJ pour lui sur scène. Tu places aussi des sons. Ouais. Dans ses projets et tout. Et à quel moment tu te dis, bon, moi, il faut que je produise mon artiste et que je sorte mon artiste, mon label et tout ça. Donc, Dash Music, c'est à quel moment et comment? C'est après l'art d'utiliser son savoir, en fin de compte. Okay. Ça se fait pas automatiquement, mais je travaille avec Esprit Tranquille, avec toi. Ouais. Donc, on bosse beaucoup. Il y a Kibla qui arrive derrière. Ouais. Et il y a le fameux groupe Sniper. Personnalité suspecte quand ils arrivent chez toi. Et en fin de compte, c'est pour ça que je dis qu'il y a un facteur qui est exceptionnel, c'est que si j'aurais fait Arsenic, je pense pas que j'aurais fait Sniper. Parce que j'aurais été pris par rapport à ça. Et en plus, je dirais même si j'aurais pas travaillé. Alors si j'aurais, à chaque fois on se moque quand je dis ça parce qu'apparemment ça se dit pas. Si j'avais, voilà, je vais. Enfin, bon français aujourd'hui. On parle le bon français. Ouais. Donc si j'avais fait Arsenic, voilà, j'aurais pas. Moi j'avais. Non, t'étais bon là. Ouais, j'étais bon. Donc j'aurais pas fait Sniper. Ouais. Et j'ai fait Esprit Tranquille. Et Esprit Tranquille, en fin de compte, c'est lui qui m'a présenté. Une fois Abibou et Karl. Karl, donc Blacko. Blacko, qui s'appelle Blacko après. Ouais. Et de ce rendez-vous-là, après, il y a Karl qui venait à la maison avec Bachir à l'époque. Et deux autres gars qui s'appellent Drixé et... je me souviens plus des noms. Aketo était venu, il avait donné les noms ici. Mais moi, je me souviens d'un Asiatique. Oui, voilà, qui était super bon. Qui était super fort. Mais il était aussi bon que Karl. Hein. Ah ouais, non, mais moi, quand je les ai vus chez toi, moi, j'ai pas vu, donc, celui que tu appelles Bachir, de son vrai prénom, qui est Tunisiano et Aketo, je les ai pas vus directement. Moi, quand je suis venu chez toi et je les ai croisés, j'ai vu Blacko et j'ai vu l'Asiatique. Désolé, j'ai pas son prénom, et même si Aketo l'a dit, si j'avoue, j'ai encore oublié. Mais voilà, et la particularité des deux, c'est qu'ils se clashaient déjà. C'était des potes, mais ils se vannaient en rappant et tout. C'était un truc de ouf. Et il y avait Jocelyn Secteur A, qui était mon manager à l'époque, il était comme un dingue quand il commençait à se clasher, il devenait ouf. Ça tue, continuez, encore. Et tout ça, c'était chez toi. Ouais, puis il faut savoir qu'ils faisaient ça même dans la rue, quoi. Ça veut dire qu'ils allaient prendre le train, ils se clashaient dans le train, ils se baladaient n'importe où, ils se clashaient. Les mecs rappaient tout le temps. Et t'as raison, d'abord, il y a ces trois artistes-là, et c'est après que Bachir arrive. Ouais, il arrive après. Donc après, il y a Karl qui emmène Bachir, parce que Bachir est avec un groupe qui s'appelle M-Group à l'époque. Exactement. Donc il est entre les deux. Donc le fait d'être entre les deux,
il est avec des gars qui sont plus âgés que lui, donc il est pas trop avec eux en fin de compte dans la vie, de tous les jours. Mais par contre, il se sent bien avec Karl parce que Karl habite juste en face de chez lui et c'est le même âge. Voilà, c'est le même âge. Il y a une affinité qui se fait et on commence à travailler là avec eux par rapport à une construction, on va dire, de titres. Ok. Et rien n'est fait encore, parce que tout se fait en fin de compte. Alors, au début, je pensais que c'était à La Rochelle, tout s'est fait ensemble, mais après visionnage d'une cassette, j'ai remarqué qu'en premier, il y avait La Rochelle avec vous. Ouais. Ça veut dire qu'il y avait, on était parti avec toi, Kibla, Majesté Mondo, un artiste de Sarcelles. Et Esprit Malsain de Garges. Ouais. Et on avait fait la première partie de Ministère Hammer, du moins vous avez fait la première partie de Ministère Hammer, le concert en 96. Et en fin de compte, Sniper, c'est en 97 où il y a les Francopholies de La Rochelle, où il faut savoir que il y a une panopée, du moins une... Pas une panopée, ça se dit pas. Panoplie. Ouais. Donc il y a beaucoup d'artistes en fin de compte qui font leurs concerts. C'est clair. Et c'était monstrueux. La liste a été. Et c'est là-bas qui changent de nom, qui deviennent Sniper. Voilà. Et c'est marrant parce que il y a un truc qui disent pas dans leurs interviews, c'est qu'à un moment, normalement il y aurait dû avoir que Karl et Tunisiano. Et Aketo, il vient. Mais ils me font croire qu'il est venu en vélo, le gars. Je sais pas si tu te rappelles de cette période-là où ils me disent, Aketo, c'est chambé ce qu'il a fait. Il est venu de là-bas en vélo. De La Rochelle. Ouais, de La Rochelle, en vélo. Et moi, j'y croyais, moi, parce que on me dit ça, moi. Et en fin de compte, c'était pour sûrement, il voulait le faire monter sur scène et pour dire, ouais, t'as vu, il a fait tous ses efforts, fallait qu'il monte sur scène. Quand il est venu ici, il a pas raconté l'histoire du vélo, mais il a dit qu'il était pas trop prévu. Il est venu de son côté et tout, machin. Et il les a rejoints. Et il les a rejoints, et c'est là où, en fin de compte, se crée le groupe. Où au début, il s'appelle Personnalité Suspecte, après Pursnay, et le verlan de Pursnay, en remettant à l'endroit Sniper. Non, c'est beau. Donc, du coup, tu vas travailler avec eux et tu vas tout faire pour les signer sur ton label. Parce que tu commences d'abord à faire des morceaux, des morceaux. Ouais, mais j'ai pris de l'expérience. Dès qu'il y a eu, en fin de compte, cette venue, quand je l'ai fait passer à La Rochelle en première partie de Stomy Bugsy, j'ai l'expérience d'Arsenic, j'ai l'expérience de Ministère Hammer, où je perds un peu tout ce travail fait par rapport à de la production. Et en fin de compte, j'officialise les choses avec un contrat. C'est-à-dire que dès qu'on revient de La Rochelle, je leur propose directement un contrat. C'est-à-dire que j'ai appris à me professionnaliser. C'est-à-dire qu'aller voir un avocat, de préparer un contrat et de faire en sorte que on puisse vraiment travailler sereinement, parce qu'un contrat, ça sert à ça. Ça sert clair. Aussi bien pour le producteur que pour l'artiste, et les deux doivent tenir les engagements. Et c'est de là où je propose carrément un contrat et je décide de vraiment produire là, avec mes associés Karim et Georges, le groupe. Ok. Et quand tu proposes le contrat, il y a déjà le morceau qu'ils ont fait pour BOSS de Joey Star ou pas encore? Non, pas encore. Ok. Et quand ils signent le contrat, le morceau pour BOSS, il sera fait après la signature du contrat? Ok. Heureusement, parce que je pense que ça aurait fait comme Arsenic, en fin de compte. Il faut savoir qu'ils sont très jeunes, ils ont 17 ans, voire 18 ans, certains. Et là, ils sont sur un groupe en plus NTM, c'est légendaire. Et puis c'est un groupe qui correspond à Sniper. Et je pense qu'on en a déjà discuté, mais étant jeune comme ça, ils sont dans un ils peuvent. Tu peux vite suivre NTM parce que c'est normal. Et ça, la brillance a toujours été intéressante et ça, je le comprends. C'est humain. Et il y aurait pas eu ce contrat d'ailleurs quand il y a eu Sébastien Farran. Qui a appris qu'il était signé chez nous, avait un peu les boules, et surtout il pensait que ça allait créer un problème. Et avec moi, il n'y a jamais de problème. Moi, il n'y a pas de souci. Et puis surtout, ce qu'ils ont fait, ça nous a rendu un grave service. Le morceau rentre en playlist sur Skyrock. Ça veut dire que toi, tu es producteur d'un groupe qui est déjà sur Skyrock en playlist.
Avant d'avoir sorti l'album. Tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt encourageant. Et surtout, tout est bien tombé parce que quand le morceau, quand ils font le morceau de BOSS et même de PC, on est en préparation de l'album et on l'a pratiquement fini. Okay. C'est-à-dire que quand ça sort, vous allez pouvoir enchaîner. L'album est quasiment fini. Super ça. Donc on peut enchaîner. Vous savez que vous allez enchaîner. Ouais. Et par contre, on fait une signature à East West parce qu'on aurait pu la faire à Sony. Ouais. On l'a fait parce que on veut travailler d'une façon, parce qu'on voulait pas les emmener comme ça aussi parce qu'il y a BOSS et leur faire un Planet Rap. Ouais. Donc ça a pris du temps. Mm-hmm. Ils n'ont pas compris, eux, parce que quand t'es artiste, tu comprends pas. Oui, t'as envie que ça aille vite. Hein. Et on a fait en sorte qu'ils fassent des tournées Blacklist, ce qu'on appelait à l'époque les tournées radio Blacklist. Mm-hmm. Et ils sont partis dans toute la France faire ces radios-là avant de sortir l'album. Ouais. Et après, on a sorti l'album. Et ça a pris tout de suite le premier single, Pris pour cible, rentre en playlist. Le fameux titre qui aurait jamais dû être sur l'album. C'est complètement fou, ça. Et c'est celui qui est choisi, qui est matraqué comme jamais. Ouais, bah c'est un titre où, en fin de compte, c'est Jimmy Sissoko et Ali Adour. C'est un bassiste qui était coproducteur sur de Minister Hammer, ouais. Voilà. Et en fin de compte, j'ai vraiment, je sens ce titre, quoi. J'aime vraiment ce titre. Et en tant que compositeur, il y a des choses, des fois, tu les sens. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup plus de singles dans les albums de Stomy, ouais. Parce que j'avais envie d'aller dans des titres où ça va, il y a une sensation, il y a quelque chose qui se fait. Et sur ce titre-là, j'ai cette sensation. Mmh. Donc je leur demande, mais eux ils sont pas trop chauds. Et en fin de compte, ça dure. Et à un moment, je leur dis, mais écoutez, faites quelque chose. Mmh. Et bon, ils arrivent à poser le titre. Ouais. Et puis ça devient ce que ça devient après. C'est fou ça. Ça devient le gros titre. Et il n'y a pas eu de clip? Oui, mais il n'y a pas eu de clip parce que j'ai même vu, du moins entendu par rapport à l'interview, ce que comprenait pas le groupe, c'est qu'à cette époque-là, on avait des histoires de quotas. Et nous, la maison de disques, elle nous dit, écoute, comme on avait deux versions, ouais. Parce qu'on avait la version, en fin de compte, sur Pris pour cible, Tunisiano fait une version en français au début. Et après, lui, il a l'envie de faire une version en tunisien. En arabe. En arabe, ouais. Parce que il l'avait fait sur BOSS et qu'il il voulait le faire aussi pour sa maman, tout ça, pour ses origines. Mm-hmm. Et vas-y. Donc, il l'a fait sur Pris pour cible. Donc, on a deux versions. Ouais. Donc, nous, sur ces deux versions, on lui dit, on a une stratégie qui est intéressante. Mm-hmm. C'est qu'on veut mettre la version en français pour ados et la version de l'album pour Skyrock. Et Skyrock, lui, il s'en foutait, qu'il y ait du rebeu C'était une époque, en plus, ils avaient une émission de rail, rail suprême, tout ça. Donc ça le dérangeait pas. 1, 2, 3 soleils, Skyrock, c'était dans le délire de la langue arabe, donc voilà. Ça m'étonne pas, c'était chaud. Ouais. Ça les dérangeait pas de mettre la version de l'album. Et nous, de toutes les façons, on aurait poussé la version de l'album parce qu'on les a jamais trahis là-dessus. Même sur des fois des demandes de refrains, on a recalé, on a dit non, c'est pas possible à Bouno parce que le titre c'est ça. Tu vois, il y avait deux titres qui voulaient passer. Il y avait Faut de tout pour faire un monde et Aketo vs Susiano. Okay. Et sur ça, c'est surtout sur Faut de tout pour faire un monde. Il y avait pas de refrain. Donc le titre il est comme ça. Tu peux pas avoir de refrain dans ce titre-là. Donc, sur Pris pour cible, on nous dit, mais on prend un risque parce que les clips, faut savoir que ça coûtait cher à l'époque. Ça coûtait une baraque. Hein. C'est clair. Ça coûtait le prix d'une baraque. C'était pas le même matériel qu'aujourd'hui. Voilà. Donc, ils nous disent, il y aura peut-être un problème de quota et ils vont sûrement préférer la version en français. Donc, nous, on dit, on va tourner les deux versions. On va faire en sorte de passer la version en arabe, mais qu'on a un plan B parce que ça nous coûte cher. Voilà. Et nous, c'est purement business. Là, c'est bien purement. Sûr. Et en fin de compte, on l'a pas fait parce qu'ils voulaient pas faire la version en français et que nous, on pouvait pas prendre le groupe. Ouais, le groupe, ouais. Ah. Et en fin de compte, on pouvait pas prendre le risque de faire d'avoir qu'un plan A. Ouais. C'était la période, c'était comme ça. Clair, c'était cher. Donc. Ok. En tout cas, l'album cartonne, vous en vendez beaucoup, il y a d'autres singles qui sortent et tout, donc Du rire aux larmes, c'est un gros succès. Maintenant, moi, habitant à Sarcelles, étant dans votre entourage, connaissant Sniper et te connaissant toi, donc j'entends que ça se passe pas super bien entre vous. Et on est au premier album. Oui, mais en fin de compte, il faut savoir que d'abord, ça se passait bien entre eux déjà. Pas bien entre eux.
Donc c'est déjà entre eux le problème qu'il y a. Et après, bon bah forcément, je sais que Tunisiano nous en a voulu par rapport au titre pris pour cible, la version française, parce qu'il pensait qu'on allait l'entuber en disant ouais, on dit qu'il y a la version, mais bon, on l'a mis dans l'album, la version en rebeu. Donc non, c'était une stratégie, c'est tout. Donc il nous en a beaucoup voulu pour ça. Et puis bon bah il y a des tensions comme tout. Hein. Tu sais, t'as les autres. Je sais qu'ils ont été approchés par PC, ils ont été puis Boïsès aussi aurait voulu les signer. Donc, et puis nous, on est une structure, on se met pas devant, nous. Si tu regardes bien, on a toujours été derrière. On vous a jamais vu. Voilà, on n'est pas dans les clips, on n'est pas dans, tu vois, on n'est pas dans Match Vu. Vous dansez pas comme Puff Daddy. Ouais, voilà. Clips. Donc, et puis bon, nous, on n'est pas dans la brillance aussi des belles voitures et des trucs comme ça. Donc, on fait attention parce qu'on a un label et qu'on a d'autres artistes aussi. Vous n'avez même pas acheté des voitures pour les impôts? Même pas de tableau. À un moment, c'était ça le truc. Ouais, il y avait les tableaux aussi. Faut acheter des voitures pour les impôts. Donc voilà. Donc après, bien sûr qu'il y a toujours, de toute façon, un groupe. Déjà, c'est difficile à gérer. Et il y avait déjà eux en interne. Et puis après, bon bah forcément, il y a des problèmes. Des répercussions aussi sur vous et tout. Arrive à un moment, quand tu regardes le parcours, on a eu des difficultés, mais on a quand même fait nos 3 albums. C'est ça. Et on a réussi. Et surtout, c'est important de dire qu'aujourd'hui, toi et Tunisiano et Aketo, tout va bien. Aujourd'hui, vous avez remis les choses en place, vous avez discuté. Exactement. Donc il y a eu une discussion. Bon bah, en fin de compte, je pense que il y a des erreurs des 2 côtés, mais c'est des erreurs qui sont pas si importantes que ça en vérité. Il n'y a pas eu de carottes, il n'y a pas eu de malveillance. Ils étaient jeunes et puis nous, on n'était peut-être pas formés aussi par rapport à la communication pour pouvoir aussi désengorger tous ces problèmes-là. Mais surtout, il y a les problèmes internes. Et problèmes internes, ça, c'est difficile à gérer. Les gens se rendent pas compte. Produire, c'est aussi gérer des humains. C'est pas juste on fait de la musique et ça sort. C'est gérer des caractères et tout ça. Et donc, comme tu l'as dit, vous avez fait 3 albums de Sniper. Il y a eu des solos. Le premier, Tunisiano, il sort chez vous, chez Dash Music. Ouais, c'est ça. Voilà. Aketo, il sort Cracheur de Venin. Cracheur de Venin qu'on fait ensemble. Chez Dash Music aussi. Ouais. Donc voilà. Et il y a cet épisode Blacko. C'est pour ça que j'ai bien précisé que avec Tunisiano et Aketo, c'était cool aujourd'hui. Mais Blacko, c'est une autre histoire. Il devait avoir un album solo. Bah, ce qu'on a produit aussi. Voilà. Mais qui est jamais sorti. Qui est jamais sorti. Alors le problème, c'est que pour pas trop en dire parce que ça reste quand même confidentiel. Bien sûr. Dans le sens où j'ai pas envie aussi de discréditer ou d'envenimer ou de dire c'est lui, c'est ma faute, c'est sa faute. On n'est pas comme ça ici. C'est pas ça qu'on veut. C'est surtout que en fin de compte, il s'est fait endormir par une maison de disques qui a voulu le récupérer. Et il a pas compris ce qui lui est arrivé en fin de compte. Et ayant déjà des problèmes en interne avec les gars. Plus la maison de disques. Quand il a dit qu'il arrêtait Sniper, ça a fait paniquer la maison de disques. Et parce qu'il arrive un moment, faut savoir que quand on signe à Sony, il signe avant tout pour Sniper. C'est Sniper la tête d'affiche. 3 albums, 3 succès. Voilà. Et en fin de compte, nous, on arrive à bien négocier les solos parce qu'on a Sniper. Bien sûr. Donc on a des moyens, on met des moyens pour les albums solos. Donc quand il dit qu'il arrête Sniper, ça fait paniquer la maison de disques. Ce qui est normal. Mais derrière ça, la maison de disques a fait des trucs sales aussi parce qu'elle a fait de la récupération et a nommé ce qui leur a servi dans le procès qu'on a eu contre eux. C'est que le fait que les artistes soient aussi contre nous, ça a servi, on va dire, au procès, à nous discréditer et à en prendre plein la gueule, quoi. Ok, donc il y a eu un procès entre Sony et Dash Music. Ouais. Et on a tout perdu, on a tout perdu, mais ça, faudra faire une autre émission pour parler de plus de business. Mais on s'est fait avoir comme des bleus, quoi. Ok, on a des albums, ils disent que on les a pas rendus à temps, mais il faut savoir qu'on était avec une personne avant qui était Valérie Michelin à l'époque, qui elle nous suivait et ça la dérangeait pas qu'on fasse des albums un peu plus tard, qu'il y ait du retard. Mais comme elle a été virée,
Ils ont profité de ça pour pouvoir après changer toute leur stratégie. Je vois très Donc bien. ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème d'un côté, mais après ils se sont servis de ça pour ils le procès. Ouais. Voilà. Et puis après, forcément, comme Blacko, il était contre nous aussi et on a perdu la face et c'est dommage parce que c'est un album qu'on a produit, qui nous a coûté cher, qu'on voulait sortir et qu'on n'a pas pu sortir. Par rapport à ces problèmes. Il n'y a même pas eu de fuite et tout. Personne ne connaît cet album. Si, il l'a mis sur le net. Ah, il l'a mis sur le net? Il l'a mis sur le net. Pas. Donc c'est la connerie qu'il a faite. Ça aussi, forcément, il l'a payé, ça aussi. Mais le fait de le mettre sur le net, ça a été la plus grosse connerie qu'il ait faite. Oh merde. Ok. En tout cas, ce que je retiens de ce que tu viens d'expliquer là, c'est les mecs. Si vous signez en major, rendez vos albums à temps. Ouais, maintenant. Parce que tôt ou tard, ils peuvent s'en servir contre vous. Respectez les dates, les gars. Surtout il peut être beaucoup malhonnête aussi. Parce que nous, on nous a dit qu'on était malhonnête, mais en réalité, quand tu regardes un jour, si tu veux qu'on fasse une émission sur le business et que je vous explique exactement les carottes qu'on prend. Ça pourrait être très intéressant. Ouais. On garde l'idée de côté, franchement, parce que ça moi, pourrait être très bien. Je peux tout expliquer et vous verrez que ça a été très malsain et très, très travaillé de leur part depuis le début, quoi. C'est une super bonne idée. Et par contre, il y a aussi un truc qui est arrivé. Donc, on s'entend super bien avec Aketo et Tunisiano. Donc, on a des projets à venir. Mais il y a Blacko aussi qui m'a écrit et je le remercie pour ça. Je lui ai répondu et puis au moins, on aura peut-être une discussion un jour ou l'autre par rapport à ça. Ça, c'est cool. Ça veut dire qu'il y a moyen que ça s'arrange. Je suis pas rancunier et lui, je pense non plus. Vu qu'il a écrit. C'est cool ça. Et après, les erreurs, on en fait tous. Et peut-être à l'avenir, on aura une discussion. Déjà, une discussion, ça me fera plaisir parce que, comme j'ai dit, on a une histoire ensemble. Ouais. C'est l'une des plus belles histoires de ma vie. Franchement, 3 albums qui ont fonctionné. C'est fou. Parce que même le dernier, qui est censé être le moins bon, a quand même fait plus de 250 000. C'est énorme. Donc voilà. Et que ça reste un bon groupe et puis qu'on a fait quand même des belles choses ensemble. Ouais. Donc ça, c'est cool. Et que c'est un bon artiste, surtout. Il est très, très talentueux. Je pense que ça, il n'y a même pas de débat. Et moi, personnellement, ça m'énerve parce que je vous aime tous. Et j'aimerais que tout le monde soit, pote. Et donc, s'il y a moyen, franchement, je suis pour. Donc, Blacko, big up à toi. Je le dis à l'antenne. Ça, donc, tu vois, beau. je le cache pas non plus. Tu vois. J'étais pas au courant de ça, donc c'est beau. J'espère que ça va aller au bout. Très bien. Ensuite, il y a eu un passage pour Dash Music dont j'aimerais qu'on parle. C'est TNT. Parce qu'on a parlé de Arsenic, Baltrap, tout ça. Ils étaient 3 à ce moment-là. Après, les gens ont connu Arsenic à 2. Il y avait un rappeur qui s'appelle TNT, qui est leur cousin, qui était avec eux. Après, pour des raisons personnelles, qui a pas pu être sur le fameux premier album d'Arsenic et même sur le deuxième. Et quand il est revenu à la surface, sans faire de jeu de mots, pour ceux qui comprennent, qui ont les références, tu l'as signé sur ton label. En fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que il a fait la même chose qu'a fait Moda quand il est venu me voir. Qu'a fait Stomy quand il est venu me voir, comme ce qu'a fait Calbo aussi quand il est venu me voir, c'est qu'il est venu me voir, il revenait quand même d'un pays qui était en guerre, il a beaucoup souffert, le Congo, c'est le Congo Brazza, et il revient comme ça, il frappe à ma porte et il me demande de travailler, quoi. Et de là, on commence à faire des choses, des titres, et puis après on décide de faire son album. Et en fin de compte, c'est vraiment, je pense qu'il y a comment dire ça, il y a un côté aussi nostalgique par rapport à on sait qu'il a fait partie du groupe et qu'il était dans le groupe et qu'il était important dans le groupe parce qu'il avait quand même son style et après comme tu dis, ils ont ça regarde Arsenic. Je connais pas l'histoire dans les détails, donc j'ai même pas. En plus c'est des histoires de famille, donc ça nous regarde même pas envie d'en parler. Ça nous regarde pas. Voilà, exactement. Donc j'avais envie de faire quelque chose. Je l'ai proposé à Karim et Georges, mes associés, et on a pu faire son album. Flexible comme le roseau. Voilà, il a vraiment fait son album. Ça veut dire que on n'était pas d'accord sur tout, mais nous, dans l'optique de nos productions, c'est de suivre l'idée et d'aller à fond dans l'idée de l'artiste. Après, mais ça, c'est rare, ça.
de laisser carte blanche à l'artiste comme ça quand on est producteur. Alors que sur certains morceaux, vous pouvez ne pas être d'accord, c'est fou de laisser ça. C'est notre façon, en fin de compte, de produire. Ouais. Et c'est aussi, des fois, c'est ce que je dis tout le temps, c'est un premier album, c'est une expérience. Ouais. Et c'est le deuxième, pour moi, qui est le plus important. Bien sûr. Et ce qui est plus dur à faire. Parce que quand tu fais le premier et qu'il a plu à tant de gens et que tu dois faire ton deuxième... Qu'est-ce que tu fais et en fin de compte, des fois, nous, on peut se tromper aussi. Parce qu'il y a des fois, on peut se tromper sur des choix. Mais les artistes aussi ont le droit de se tromper. Et maintenant, le plus important, c'est la progression de... Bien sûr. Le premier album de Sniper, vous êtes dans le même état d'esprit, vous les laissez faire leur truc. Non, le premier album, on crée tout avec eux, quoi. Okay. Le premier album, c'est vraiment, je pense qu'on en est fiers parce que c'est vraiment une création avec le groupe où on les emmène à faire des thèmes parce qu'au début, ils font que du freestyle, hein. Ils connaissent que le freestyle, ils connaissent pas la construction d'un titre, ils savent même pas ce que ça veut dire 16 mesures, ils rappent. Ils envoient donc on leur amène ce côté-là, ce côté thème, ce côté construction des mesures et de l'écriture, parce que sinon, des fois, on avait des 32 mesures sur un titre, quoi. Et à 3, c'est compliqué. C'est clair. Et surtout, on découvre avec eux des choses à faire. Et surtout, Georges, à un moment, tu vois, c'est comme le morceau Aketo vs Susiano, c'est un moment, c'est Georges qui a l'idée de faire ce titre parce qu'ils n'arrêtent pas de se vanner, qu'ils travaillent et il dit à un moment, faites un titre ensemble, quoi, allez-y. Et plein de thèmes comme ça, tu vois, le titre, on s'en sort bien pareil, on parle de ce qu'on vit naturellement et qu'on est pris pour cible parce qu'à chaque fois, il suffit d'être jeune ou avec une casquette pour être pris pour cible. Ouais. Et c'est encore ce qui se passe aujourd'hui. Et on construit l'album comme ça. Et après, le deuxième, ils l'ont fait tout seuls. Le deuxième, parce qu'en plus, on n'était pas en bons termes, on leur prend du studio pour faire des maquettes et ils le créent tout seuls, quoi. Le gravé dans la roche, ils nous l'ont ramené fini. Comme une lettre à la poste. Okay. Après, on avait juste à le produire, à faire venir les musiciens. Je suis obligé de revenir sur cet épisode. Tu me parles de gravé dans la roche. Qui a fait cette pochette ? Pourquoi ? Mais ça, c'est... Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà ce qui se passe. Le groupe veut tout faire. Donc, on leur laisse faire. Ah, c'était même derrière cette pochette. Ah, mais à un moment, on est pris par le temps. Ok. Donc, parce que bon, nous, des gars qui font des pochettes, on peut en trouver. Mais bien sûr. Comme on n'est pas encore en super terme et tout ça, ils veulent faire. Ils ont été à Warner... faire la pochette avec l'assistant de Warner. Aketo. Et nous, on t'a eu ici, tu nous as dit. Et on leur a dit, allez-y, faites votre pochette. Nous, de toutes les façons, faut là, l'album, il est prévu pour telle date. Il faut que les dates soient respectées. Ouais. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis après, même pour les clips vidéo, à un moment. Cet album est un classique. Ah non, mais il n'a pas le droit d'avoir une pochette comme ça. C'est la plus mauvaise pochette de hip-hop qui a vendu le plus de disques. C'est un truc de fou. Mais ce qui prouve que les artistes sont forts. Franchement, respect. Parce que normalement, un truc comme ça, tu tournes les talons. Mais les gens sont restés. Donc, big up, Sniper, je vous taquine. Vous êtes pas tout ça. Il n'y a pas de souci. Non, mais artistiquement, il n'y a rien à dire, quoi. Les trois apportent à tous, quoi. Quand on a eu Aketo aussi, je lui ai dit, c'est générationnel. Il y a vraiment des gens qui ont grandi avec ça, aujourd'hui, qui font écouter Sniper à leurs enfants, et voilà, et ainsi de suite, et ça continue, et ça, c'est beau. C'est vraiment, il représente une époque, comme NTM IAM représente une certaine époque, et après, t'as plus tard d'autres groupes comme ça, comme il y a Section d'Assaut après Sniper, il représente vraiment aussi une époque comme ça. Ben, Sniper, c'est de ce calibre-là, et franchement, bravo. Et je vais te dire la vérité, sur ce que moi je pensais, en tout cas, quand le prix pour cible arrive, on n'est pas encore, il y a un petit peu, mais on n'est pas encore dans les singles Skyrock sombres, en fait, parce que ce morceau, il est sombre, en vrai. Ça veut dire, il y a un peu Funky Family qui faisait ça avant, Arsenic aussi qui faisait ça avant, mais en vérité, les singles, ils sont ouverts, tu vois, on parle de Stormy Bugsy, on est dans ces trucs-là, et ça fait que quand j'entends le morceau prix pour cible, qui est choisi en single, je me dis, est-ce que c'est une bonne idée ? J'étais pas sûr. Mais franchement, moi, j'étais sûr parce que la mélodie, elle est terrible et le refrain est terrible. C'est là où, heureusement, j'étais pas un membre de Dash Music à ce moment-là, parce que j'aurais tout niqué. J'aurais dit non, mettez-moi celui-là. Et là, tout serait parti en vrille. Mais voilà, c'était pas si évident que ça. En tout cas,
en ce qui me concerne. Et après derrière tout est rentré et tout, c'était réglé. Après par contre quand le deuxième album arrive, Gravé dans la roche, je dis il y a pas de souci, ça va cartonner ça. Non mais celui-là franchement c'était unanime quoi, tu sais, des fois, quand t'écoutes des titres, il y a des évidences. Ouais. T'en as pas souvent, mais quand tu l'as, quand tout le monde l'a, tu te dis, il y a quelque chose qui va se passer. Et celui-là, c'est vraiment, ça a vraiment fait. Vous étiez tous d'accord sur le premier single du deuxième album. Et c'était le titre le plus fort. Et en plus, un album, quand tu regardes, il est vraiment éclectique, cet album, parce qu'il parle aussi de choses très profondes. Bien sûr. Donc, il y a un peu d'un mélange de tout, quoi. Et non, ce titre-là, il a décollé, il a fait décoller. D'ailleurs, le 3/4 des ventes, c'est par rapport à ce titre-là. Bien sûr. Encore aujourd'hui. Mais il y a une chose, on n'a pas parlé de ton album. Ouais, bah oui. On a travaillé ensemble. Ouais. Là, il est fort. Parce que... J'allais partir comme ça. J'allais fuir. Oui, c'est vrai. Et faut savoir qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Ouais. Et il y a une question que je me pose. C'est vrai qu'on bossait beaucoup ensemble, ce qui a permis aussi bien à moi de signer, parce que et à toi de signer. Bien sûr. Et après, on s'est un peu perdu. Ouais. Et c'est vrai que j'arrive pas à comprendre. Quand ? Où ? Ce moment. Pourquoi ? Et en fin de compte, tu t'aperçois que c'est comme les amis au naturel. Ça veut dire que chacun fait son parcours. Sa vie, après vous vous retrouvez et tout. Moi, là, maintenant que tu me poses la question, je pense que ça correspond à ma rencontre avec Nasser, qui est DJ, qui devient mon DJ et qui devient aussi beatmaker. Et on est très souvent ensemble. Donc du coup, je commence à beaucoup plus travailler avec lui qu'avec toi. Donc je pense que ça coïncide aussi avec ça. Et il y a eu un autre truc, mais j'aurais du mal à en parler ici, mais ça fait écho aux histoires de Passy quand il a été incarcéré pour des histoires qui sont propres à notre ville, donc je vais pas m'étaler dessus, mais où à un moment il y avait, sans le vouloir, des prises de position à faire. Et comme ton associé Georges m'appelait si bien, il m'appelait la Suisse. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je voulais pas prendre position, je restais au milieu et j'avais des amis partout. Donc, je voulais pas. Et je sais que, par exemple, je sais pas si tu te souviens de cet épisode-là, mais quand j'enregistrais mon premier album, t'as fait un son où t'avais samplé une musique qui était dans Boys in the Hood, un passage qu'on aimait beaucoup, où Furio, le père, il parlait à son fils, il lui expliquait la vie et tout ça, le truc. Mais les chambres, ce morceau. T'avais repris ce truc-là. C'est Changer de vie. Non, pas celui-là. Ah, pas celui-là. Là, je parle d'un morceau qui est même pas sorti. Tu fais l'instru, tu samples ce truc-là et tu me dis Driver, c'est pour toi, c'est pour ton album. J'ai le concept. Faut que tu rappes dessus et faut qu'il y ait un ange contre démon, et que tu sois l'ange et que tu sois toujours le mec qui a envie de faire les bonnes choses, et qu'il y a un démon qui vienne te parler, qui veut t'emmener vers le mal. Et là, ce que tu dis là, Eminem et Dr. Dre l'ont fait après, des années après. Et c'est un de mes morceaux préférés d'Eminem en plus, qui s'appelle Guilty Conscience. Et toi, t'avais déjà eu ce concept-là bien avant. Même ton album, on voulait qu'il soit comme ça. À la base, c'était ça, mais là, ce morceau-là, tu voulais que je le fasse avec Stomy. C'était Stomy qui devait faire le démon. Il était très ça allait avec le rôle était bon. Voilà. Et j'ai refusé de faire ce morceau à cause de toutes ces histoires où ça me faisait prendre position en faisant ça. Tu vois, donc il y avait tout ce truc-là où toi, t'étais toujours avec Stomy et Passy, et c'est normal, vous étiez Ministère Amer, tout ça. Moi, il y avait ce truc où j'ai toujours été un grand fan de Ministère Amer, donc ça m'arrivait d'aller voir les concerts, d'être là avec vous et tout, mais par contre, sur mon album, si tu regardes, il y a pas Passy, il y a pas Stomy, et c'est pas parce que je les aime pas, mais par rapport à toutes les embrouilles qu'il y avait dans la ville et tout ça, machin, t'avais pas envie de te prendre la tête. Et je te jure que ça a une influence sur ma carrière, ça a joué, et ça fait qu'il y a des trucs qu'on aurait dû faire tous ensemble, toi avec les autres, et qu'on n'a pas pu faire. Ouais, c'est comme l'histoire aussi, tu parles, une fois j'avais carrément dit à tes managers d'arrêter. Je sais pas si tu te rappelles de cette période-là, où j'avais dit, parce qu'il y avait, je crois que c'était Sébastien Farran qui voulait te manager. Ouais. Et à un moment, j'ai pris position. Et en fin de compte, c'était pas pour les écarter, c'était parce que je savais que c'était mieux pour toi. Donc, je leur avais dit, bon, ça c'est... C'était pas le genre de personne à qui on disait ce genre de choses. J'en ai eu les larmes aux yeux.
Mais je l'ai dit, parce que moi je suis comme ça, je suis quelqu'un de très sentimental, moi. Faut pas le croire, hein. Je suis gros cheveux, 150 kilos, mais... Donc il y avait cette période-là aussi où je savais que ton album, il y avait un truc à faire et qui a été un peu dévié aussi par rapport à la construction, parce que justement, t'avais pas envie de certaines choses parce que t'habitais dans cette ville. Il y avait ça, et il y avait aussi un truc con de rappeur, c'est que nous les rappeurs, on aime bien vivre l'instant présent. C'est-à-dire, tu fais un morceau, tu trouves qu'il défonce, t'aimerais qu'il sorte dans le mois. Sauf que c'est pas comme ça, surtout à l'époque, ça allait doucement, et au bout d'un moment, tu te dis, ah ouais, mais ça y est, ce morceau, il est vieux. Et tu vois, tu parlais de mon album. En vrai, mon premier album, il devait s'appeler Entre rêve et réalité. Ouais, c'est ça. Et il y avait le concept d'un truc plus ouvert et l'autre moitié beaucoup plus sombre et tout, machin. Partie rêve, partie réalité. Mais sauf que ça mettait tellement de temps. Je me rappelle, j'étais signé en édition, mais on avait du mal à signer en production. Donc du coup, je me suis dit, tout ça, sous ce concept, il est vieux. Sauf que le public l'a pas entendu. Pour eux, c'est tout neuf, même si je le sors. Mais moi, dans ma tête, allez, je passe à autre chose. Et en vérité, c'est comme si mon premier album, c'était mon deuxième album, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et rappelle-toi que j'ai même voulu retirer des titres à moi, parce que je trouvais que ton album était trop dans le côté rêve. Et je voulais que tu aies plus de réalité. Je sais pas si tu te rappelles, parce que les morceaux qu'avait bossé Volodia, qu'avait mis des choses très bien, hein, parce que des fois, il y avait des choses qui sonnaient pas bien, donc il les avait remis en place, tout ça. Ah, c'était un magicien. C'était un magicien. Et je me rappelle de ce moment-là où même j'ai une décision à prendre pour retirer des morceaux ou des trucs comme ça, parce que je trouvais que c'est par contre, tout le monde, j'avais enregistré beaucoup de morceaux en plus. Ouais. Bah, il y a même un gros morceau pour moi qui est un gros titre, c'est Gros Bébé. Et pour moi, Gros Bébé, c'est du Bismarcky de l'époque. Tu sais que jusqu'à maintenant, Tu le regrettes? Bah, je me pose la question. Mais après, je me dis, c'est comme toi, quand t'as dit, si j'avais fait Arsenic, est-ce que j'aurais fait Sniper? Oui, voilà. Je me dis, si j'avais sorti ce morceau Gros Bébé, qui est un morceau que j'ai fait et qui n'est jamais sorti, est-ce que j'aurais fait tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui? Je suis pas sûr. Je pense que ça m'aurait amené ailleurs. Ouais, voilà. Et j'ai eu peur, clairement, à ce moment-là. Et ce qui est marrant, c'est que le mec qui m'a refait penser à ce morceau-là, c'est quand je bossais dans une autre radio, là, il y a quelques années, j'ai reçu Arsenic, et c'est Lino qui m'a dit, ah, Driver, Gros Bébé. Et tout le monde autour de la table dit, c'est quoi cette histoire? Et Lino a commencé à raconter, et j'ai dû expliquer que, il y a longtemps, j'ai fait un morceau et tout, et ça veut dire que ça avait même marqué Lino et tout. Mais t'étais même prêt t'avais carrément le concept d'être dans tu sais, un peu comme dans le film où t'as le gars avec tu sais, dans la poussette avec le bébé. Exactement, biberon, tout. J'étais prêt. T'étais à fond. Voilà, et au dernier moment, boum, boum, mais ça, et dans la tête d'un artiste. Qu'on a fait avec Nasser. Je l'ai fait avec Nasser. Et il existait une version maquette et la version qu'on a faite en def, parce que je l'ai enregistré jusqu'au def, et je l'ai retiré à la dernière minute. La version en def a été tellement belle, tellement ouverte, que j'en ai eu peur. Oui, voilà. C'est ça la réalité. J'ai eu peur que ça marche trop et que ça m'emmène ailleurs. J'ai dit non, je crois qu'il faut le retirer. Et jusqu'aujourd'hui, je me dis, j'ai bien fait, j'ai mal fait, je sais pas. On le saura jamais. De toutes les façons, le parcours est fout. tellement beau de chacun que... Voilà, après, je pense que je serais pas là où je suis, donc on s'en fout. Mais c'était mignon de faire une petite aparté sur moi, parce que à la base, c'est toi l'invité. Non, mais parce que j'ai travaillé avec toi et qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Je fais partie de ton parcours, tu fais partie du mien, c'est clair. Ouais. Et on était vraiment ensemble. Et c'est vrai que le fait... Alors, je pense que moi aussi, de mon côté, comme j'étais vachement focalisé sur Sniper et Stomy, je pense que ça nous a aussi un peu écartés. Bien sûr, chacun avait ses trucs. Et c'est après que tu te dis, bon, bah, c'est dommage quand même, parce qu'après un moment, on avait même un studio, on avait même un truc, on a même pu faire Kibla, qui était d'abord chez le gang Chaud Lapin. Ouais, et après qui s'est retrouvé chez vous. Et qui s'est retrouvé après chez nous. Et je me dis, pourquoi on s'est pas remis à travailler ensemble. Et c'est bon, après, j'ai arrêté de composer aussi, depuis 2003. Ouais, c'est vrai aussi. 2003, j'ai arrêté, donc, parce que ça prenait trop de place, la production. Donc, c'est aussi ça. Mais c'était bien de parler aussi de cet album et de ce concept que tu avais et qui était pour moi intéressant. C'est clair. Tu m'as amené à une époque particulière. Mais c'était magique. Ok, c'est quoi les projets? C'est quoi le présent maintenant pour toi? Présent et futur. Alors, on a un projet là avec les Snipers pour les 20 ans. Les 20 ans de quoi? Les 20 ans de l'album Du Rire aux larmes. Ok. Donc qui va être sûrement prêt pour début d'été.
Puis après, on a des projets avec eux aussi en interne, que ça soit avec Aketo Tunisiano. Ok. Donc, on est en train de voir comment on peut peaufiner tout ça. On a signé, on travaille avec une artiste qui travaille avec Sonia Donia. Ok. Donc, on va commencer à travailler avec... elle s'appelle Noémie. Je crois qu'elle m'en a parlé. C'est pas une jolie, elle est très jolie, avec des cheveux en or, tout Ouais, ça. ouais. Là. C'est ça. C'est et elle cool. chante très très bien. Elle a une très belle voix. J'ai vu un clip, tout ça, elle chante bien. Et puis, on a un autre artiste qui est alors complètement différent. C'est un peu de la pop urbaine. Un gars qui écrit super bien, qui s'appelle Minuma. Ok. Avec qui on va sortir son album aussi bientôt. Très bien, donc ça bosse. Oui, puis sans parler avec Madine Sarcel, avec Bouboule et Nabil Kouscoussi, où on a beaucoup de projets pour la ville de Sarcelles, et dont un grand qu'on fait avec une autre société qui s'appelle Golfing, qui a déjà fait l'exposition de Philippe Hamon, un photographe qui a beaucoup photographié d'artistes. Toute l'époque, toute l'âge d'or, il a photographié tout le monde. Voilà, l'âge d'or, il a tout l'âge d'or, donc en plus il a le rock. Ouais. Donc on va mélanger un peu les deux. Donc on est en train de préparer aussi bien son livre que des expositions. C'est cool ça. Donc on a ça aussi. Puis après il y a des projets qui vont arriver. Puis moi je vais me remettre à faire de la compo, donc j'en ai envie personnellement. Ok, ça c'est une vraie. J'en fais déjà avec Zivko. Ok, je me suis. Tu nous passeras le bonjour, ça fait longtemps. Donc c'est un compositeur qu'on avait aussi en édition, donc je fais, on travaille des choses ensemble. Ok. Et après je vais m'y mettre aussi, mais bon là j'attends qu'on me réapprenne à utiliser les nouvelles machines. Là ça a changé là. Là, c'est plus le même matos. Tu viens avec ton Akai. C'est plus pareil là. Ton donc gros sampler. si vous m'entendez pas d'ici 1 an, c'est que je suis une brêle. Ok. Bon, ici, on termine jamais l'émission sans cadeau pour l'invité. Donc, c'est le moment de ton cadeau. Voilà, je te le remets. Ah, c'est gentil, ça. En plus, il y a un papier cadeau, il y a tout ça. Oui, on ne fait pas les avec choses à des moitié. étoiles. Si tu peux l'ouvrir, comme ça, tu expliques aux gens ce que c'est. Mais c'est cette photo-là que je te parlais. Je sais, c'est pour ça. Genre, tu savais pas. Non, mais par contre, je savais pas qu'elle datait de ce concert à Garges, tout ça. Non, bah merci. C'est vraiment une photo qui représente vraiment le début pour moi, où il y a Passy, il y a Moda, il y a Stomy, il y a Ahmed Day, et il y a Gary X qui faisait du big box. Exactement. Et il y a Marius, un gars qui habitait à Garges. Ouais. Donc c'est vraiment une photo qui représente le tout début de notre histoire. Ah ben voilà. Donc c'est gentil. Encadré, tout encadré, ça. En plus, je vais pouvoir l'accrocher dans mon nouveau studio vu que je vais me remettre à composer. Super. À essayer de recomposer. Voilà. En tout cas, merci à toi, Desh. Je suis content de t'avoir reçu. Voilà, vous l'aurez compris, on vient de la même ville, on a un parcours en commun, tout ça, donc c'est cool. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi. Et merci à l'émission. Voilà, à une prochaine. Featuring est un podcast original Angle, présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Paul Fourrure, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.